Bienvenue à toutes et à tous pour ce tout nouveau cycle de conférences qui s'appelle Ces animaux et nous. Donc on a voulu vraiment... actuellement, il y a pas mal de recherches qui se font justement par rapport aux animaux et la science avance beaucoup. Donc on a demandé à notre ami Xavier Simon, qui est zoologiste, qui connaît pas mal l'éthologie, de venir faire le point sur toutes ces questions-là. Et donc on a monté ce cycle avec notre collègue Anne Staquet, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Je pense qu'on a 5 ou 6 conférences qui sont prévues. Alors Xavier va nous commencer par nous présenter l'éthologie, donc en remettant tout ça dans son contexte. Et nous avons la chance et le plaisir de retrouver notre ami Serdu, qui va croquer les discours de Xavier en live, en direct. Donc Serge, bienvenue. Il y a longtemps qu'on ne t'a plus ici, on est content de t'accueillir. Donc Xavier, la parole est à toi. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, effectivement, comme Francesco vient de le dire, l'idée, c'est aujourd'hui de commencer ce cycle en faisant un petit peu référence au comportement des animaux d'abord. Et le comportement des animaux, les biologistes l'étudient, ça fait partie d'une discipline qui s'appelle l'éthologie. Et cette discipline, en fait, elle est assez récente et pourtant les préoccupations du comportement animal par rapport à ce qu'on peut en observer, par rapport à ce qu'on peut en faire, c'est pas si récent que ça. Et donc l'idée, c'était véritablement de pouvoir essayer de balayer un aperçu historique de la discipline. Alors, tout de suite, je vais bien dire les choses. Je suis zoologiste à la base, de formation, je ne suis pas historien. Je sais très bien que lorsque l'on fait de l'histoire, obligatoirement, on va en avoir une vision, on va en avoir une lecture. Il est clair que j'ai choisi d'utiliser certains exemples, certains auteurs peut-être par moment, et je n'ai pas du tout la prétention d'être totalement exhaustif. C'est pas possible. Il n'est pas possible de faire plusieurs milliers d'années, comme vous allez le voir, en résumé, en quelques minutes, quelques heures. Néanmoins, c'est historique. L'idée, c'est aussi de pouvoir balayer deux grands types, et peut-être d'autres d'ailleurs aussi, deux grands types de comportements qui ont été liés à un moment donné à deux visions possibles. Et alors, je dois dire que c'est une matière que je maîtrise relativement bien, puisque chaque année, je l'enseigne à mes étudiants ici à Mons. Et puis en fait, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que cet aspect de deux écoles, deux visions, je fais référence, vous le comprendrez plus sur la fin, à un élément bien précis dans l'éthologie, mais ces deux visions, elles ont toujours été présentes depuis le début. Et ça, je dois dire que c'est un petit peu en me replongeant moi-même dans mes bouquins, en me replongeant un petit peu dans mes cahiers, que je m'en suis rendu compte. Et je m'étais jamais rendu compte à quel point, finalement, la vision du comportement animal qu'on peut en avoir, elle est toujours relativement duale. Alors, peut-être avant de commencer, tant qu'à parler d'éthologie, c'est quoi l'éthologie ? Donc, puisque je n'arrête pas de parler de comportement, je suppose que vous avez compris qu'on va parler du comportement animal. Alors juste peut-être en deux mots dire c'est quoi le comportement animal ? Le comportement animal, en gros, ce sont tous les mécanismes par lesquels un animal va pouvoir percevoir des modifications dans son milieu et tôt ou tard y réagir par une action vers l'extérieur. Retenez bien ça, ça veut dire que dans l'idée du comportement, il y a de toute façon l'idée de l'animal et d'une intervention extérieure. Il y a un lien avec l'extérieur. Il y a ce côté un petit peu interface, à la frontière, à la limite entre deux éléments. Ceci étant, quand on parle du comportement animal, la plupart du temps, souvent, les premières idées qui vont venir en tête, c'est pas vraiment le scientifique qui chronomètre un comportement, qui passe des heures à repasser des vidéos pour observer de quoi il s'agit exactement. Non, la plupart du temps, quand on parle du comportement animal, on imagine le chercheur vivant en harmonie avec les animaux. Alors, l'exemple type, par exemple, c'est Dian Fossey. Alors, Dian Fossey a travaillé sur les gorilles et effectivement il y a beaucoup de photos qui ont circulé et puis il y a eu le fameux film Gorille dans la brume qui a été tourné après son assassinat. Il y a cette image du scientifique qui vit en harmonie avec les animaux. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça, c'est quelques photos qui sont faites. En réalité, la plupart du temps, on essaye de ne pas trop interagir avec les animaux. Et Dian Fossey a amené toute une série de connaissances à propos des gorilles, notamment en ce qui concerne les relations sociales. Par exemple, elle a découvert que lorsqu'un mâle devient dominant, la première chose qu'il fait dans le groupe de gorilles, c'est tuer tous les jeunes. Oui, c'est pas les siens. Donc autrement dit, on les tue, ça fait de la place, les femelles sont disponibles, on refait ses propres enfants. Et eux, on va bien se garder de les tuer, évidemment. Ensuite, par un autre exemple, et elle est encore active, il y a Jane Goodall qui a travaillé par exemple sur
les chimpanzés. Et Jane Goodall a découvert notamment que les chimpanzés utilisent des outils dans la nature pour pouvoir trouver leur nourriture et se nourrir. Mais on montrera toujours Jane Goodall qui vit tranquillement avec ses singes, au milieu de ses singes, au milieu de la nature. Il y a ce côté un peu fleur bleue comme ça. Par contre, ce que j'aime bien, c'est justement que sur le site de la fondation Jane Goodall, parce qu'elle est très active en fait dans le milieu et de la conservation des chimpanzés, mais également dans la conservation aussi de la nature en général, elle a quand même fait mettre une photo d'elle en train de travailler. Ça rappelle quand même un peu les choses, ça remet les choses un peu à leur place. En fait, l'éthologie, j'aurai probablement l'occasion de le redire un peu plus tard dans l'exposé, mais l'éthologie, il y a un côté ingrat à l'éthologie, c'est-à-dire que vous allez passer énormément de temps dehors à observer des animaux. Ça représente une somme de travail colossale, et au final, une fois que vous avez tout comprimé pour obtenir ce que vous allez pouvoir exploiter, vous vous rendez compte que finalement, il y a relativement peu de données. Il y a un petit côté frustrant, mais ce n'est pas ce qu'on retient. Bon alors, dans les mythes et dans les idées comme ça qui sont véhiculées, je suis désolé, mais il fallait quand même que je mette aussi un homme. Alors, tant qu'à faire, j'ai choisi Konrad Lorenz, parce que c'est un des plus connus, effectivement. Il passe comme un des pères, entre guillemets, de l'éthologie. Et Konrad Lorenz, effectivement, il a dit énormément de choses intéressantes, mais ce qu'on retient le plus de Konrad Lorenz dans l'inconscient collectif, finalement, c'est cette image généralement de Lorenz qui nage avec ses oies. C'est cette image de Lorenz, alors je ne l'ai pas mise ici parce qu'elle est un peu plus loin, mais de Lorenz qui marche et puis qui est suivi par tous ces petits canetons derrière qui pensent qu'ils suivent leur mère. On oublie en fait la somme de travail qu'il y a derrière, on oublie généralement la manière de travailler pour ne garder que cette image finalement, j'ai presque envie de dire, du chercheur qui vit en harmonie avec la nature. Et du coup, en fait, quand on parle d'éthologie, eh bien, ça a un petit côté pas sérieux. Alors déjà, c'est un domaine de la biologie où, a priori, on n'a pas besoin de grosses machines qui coûtent cher, on n'a pas besoin d'un séquenceur à la base. Qu'est-ce qu'il faut à la base ? À la base, il faut ça, un carnet. Et puis, avoir un chronomètre, c'est utile. Alors, un chronomètre, éventuellement un appareil photo. Bon, si on a des sons enregistrés, un système d'analyse de sons, etc. Bref, aujourd'hui, tout tient là-dedans. On peut commencer à faire de l'éthologie, et sérieusement, beaucoup d'amateurs se contentent de le faire avec ça. Beaucoup d'amateurs, oui, c'est un domaine dans lequel vous allez trouver beaucoup d'ornithologues, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, obligatoirement, raccrochés à un système académique. Au départ, d'ailleurs, dans les premiers éthologistes, on trouve beaucoup d'ornithologues. Vous allez trouver, en fait, à peu près tout ce dont vous avez besoin dans quelque chose d'aussi simple qu'un smartphone actuel. Donc, autrement dit, c'est un côté, oui, effectivement, ça fait pas sérieux, il n'y a pas la blouse blanche. En plus, vous imaginez, on est sur le terrain, au milieu des singes, etc., enfin, quand on les voit. Donc, il y a un peu ce côté sympa. Et figurez-vous qu'en fait, du coup, ça donne l'impression que les éthologistes ont amené beaucoup d'anecdotes dans le monde naturaliste, finalement. On collecte des anecdotes comme ça, de bric et de broc. Parfois, ça peut servir à d'autres disciplines biologiques. Parfois, ça peut même être utilisé dans des sciences humaines, pourquoi pas. Mais il y a ce côté un peu, on ramasse des anecdotes. C'en est même au point où, figurez-vous que, par exemple, les fondateurs de la revue Perspectives in Ethology, qui est quand même une revue bien cotée, qui est à la cote, ont à un moment donné eux-mêmes envisagé de dire finalement c'est vrai que l'éthologie semble apporter moins que d'autres disciplines à la biologie. C'est pas tout à fait vrai en fait. Donc il y a ce côté un petit peu amateur, ce côté un petit peu pas sérieux, et pourtant en fait, l'éthologie, elle va suivre sa propre logique, elle va constituer une approche bien particulière et bien spécifique finalement du monde animal. Prenons un exemple tout à fait choisi au hasard d'un bourdon qui butine sur des fleurs. Alors, le bourdon qui butine, le comportement, c'est je vole de fleur en fleur, je plonge ma tête dans les fleurs, je ramasse du pollen, je pompe du nectar. Ah tiens, le nectar, c'est intéressant parce que le nectar, c'est sa source d'énergie. Et le fait de voler, il consomme de l'énergie aussi. Donc, mine de rien, ça veut dire que notre brave bourdon va devoir développer toute une stratégie qui va lui permettre d'avoir un comportement efficace, puisqu'il doit extraire de l'énergie finalement de son milieu. Mais c'est encore plus compliqué que ça pour le bourdon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre bourdon, c'est un animal social. Et donc, ça veut dire que son comportement va dépendre de quoi ? Alors, pour faire simple, son comportement va dépendre évidemment de facteurs environnementaux. La disponibilité des ressources. Autrement dit, est-ce qu'il y a des fleurs ? Est-ce que ces fleurs produisent du nectar ? Limitons-nous au problème du nectar. Est-ce que ces fleurs produisent du nectar ?
Et pourquoi est-ce qu'il va chercher ce nectar? Évidemment pour lui au départ, mais attendez, c'est un animal qui vit dans une colonie. Donc ça veut dire qu'une partie de son comportement n'est déterminée pas par le simple fait que lui a faim, mais par le fait qu'il y a des larves à nourrir dans la colonie, que certains individus ne sortent pas et donc pompent sur les réserves du nid, etc. Et donc en fait, notre brave bourdon, là, son comportement, ça apparaît comme une interface excessivement complexe. Une interface entre lui et son environnement, et une interface entre lui et les autres individus de sa propre espèce avec lesquels il peut interagir. Donc autrement dit, le comportement, il apparaît véritablement comme une interface, il est à l'interface entre l'individu et l'ensemble de son environnement, à la fois à l'aspect écologique, mais également, dans le cas d'individus sociaux, les autres membres de sa colonie. Donc il y a directement, lorsqu'on envisage l'éthologie, ce côté interface, ce côté interaction. Du coup, ça place l'éthologie au carrefour immédiat de toute une série de disciplines. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attendez, on peut dire ça de toutes les disciplines scientifiques, en tout cas dans le domaine de la biologie. Tiens, limitons-nous au monde médical 2 secondes. Vous allez me dire, si je prends le cas de l'homme, il est clair que l'homme, un individu, c'est un ensemble de systèmes organisés, structurés. Dire que je vais m'intéresser uniquement à son système nerveux, ça n'a aucun sens si je ne veux pas regarder ce qui se passe au niveau de son système, de son système digestif aussi sur le côté et de l'ensemble des autres systèmes. Je dois prendre un tout. Et donc on peut dire de toutes les disciplines dans le domaine de la biologie qu'elles sont au carrefour d'autres disciplines. C'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord. Mais le truc c'est qu'en fait avec l'éthologie, on est clairement à l'interface entre l'individu système organisé et évidemment toute cette organisation va peser sur à certains moments la motivation pour certains comportements, certains types de comportements, et à côté de ça, l'extérieur. Donc il y a vraiment ce côté carrefour qui s'y trouve. Et donc du coup, sans surprise, l'éthologie va se retrouver à apporter des éléments à d'autres disciplines et tirer aussi des éléments d'autres disciplines. Alors évidemment, il y a des liens entre le système physiologique et donc tout ce qui est endocrinologie et les comportements, entre tout ce qui est neurophysiologie et évidemment neuroéthologie, les liens entre le système nerveux et les comportements vont apporter et profiter de l'éthologie. Les modèles évolutifs, on va en reparler dans 2 minutes, mais effectivement, tout ce qui est modèle d'évolution va apporter beaucoup à l'éthologie et en revanche, il y a même des modèles qui vont être un petit peu nuancés à cause d'observations de comportements. Évidemment, il y a tout l'impact de la génétique des comportements. On s'intéresse aussi à savoir que certains comportements semblent être codés génétiquement. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Évidemment, un pan énorme, je n'ai pas représenté ça de manière proportionnelle, mais un pan énorme, c'est tout ce qui concerne l'écoéthologie, c'est-à-dire les liens entre le comportement, l'éthologie, et l'écologie, donc le milieu de vie de l'animal. Lorsqu'on a affaire à des animaux sociaux, il y a des communications entre eux, il y a des modèles d'organisation entre eux, et donc vous avez là aussi toute une série de liens entre l'éthologie au sens strict et puis la sociologie animale et notamment la sociobiologie. Vous avez aussi des liens avec les sciences humaines. Ah oui, parfois, quand même, les éthologistes peuvent jeter un petit coup d'œil sur ce qui se fait dans les sciences humaines. Et d'un autre côté, les psychologues travaillaient aussi comme des éthologues. Et ça a amené notamment des travaux assez sympathiques sur le réflexe pupillaire, par exemple, et la communication non verbale. Donc il y a comme ça toute une série de liens qui sont entretenus. La question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais bon, d'accord, ok, on comprend, le comportement animal, il se trouve à l'interface, comme ça, de l'animal avec son milieu et les autres individus de son espèce ou d'autres espèces. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme a commencé à se préoccuper du comportement animal? Très franchement, pourquoi est-ce qu'on pourrait être amené à se poser des questions, je caricature, du style, tiens, je vois que le chien agite la queue, est-ce qu'il agite la queue parce qu'il est content, ou est-ce qu'il est content parce qu'il agite la queue, ou enfin, se poser ce genre de questions. Commencer à aller voir en détail le comportement. Pourquoi est-ce qu'un animal, par moment, je regarde le chien, pourquoi est-ce que mon chien, lorsqu'il se couche, il va commencer à tourner en rond sur lui-même? C'est bien, pourquoi? Pourquoi ce genre de questions? Après tout, on pourrait très bien vivre sans se les poser. Et donc, la question se pose de savoir comment est née l'éthologie. L'éthologie, je pourrais vous dire, allez, on va commencer comme toutes les belles histoires, il était une fois, et j'irais même jusqu'à dire, pour citer une ancienne série dessin animé,
il était une fois l'homme. Bah oui, parce qu'en fait, je pense que l'éthologie, on a commencé à s'en préoccuper depuis qu'on est là. Alors pourquoi ? Pourquoi je peux dire ça ? Oh ben c'est facile. Figurez-vous que les premiers hommes ont quand même laissé des traces, notamment sur leurs cavernes, etc. Des dessins, des jolis dessins. Voilà. Et là, on a une belle scène de chasse. Si mon souvenir est bon, ça c'est une scène de chasse qui se trouve dans une grotte en Espagne. Ah, mine de rien, ça veut dire que s'il y a une scène de chasse, il y a des chasseurs. Et croyez-moi, s'il y a des gens qui se préoccupent du comportement de l'animal, ce sont les chasseurs. Comment approcher un animal ? Comment le débusquer ? Comment le traquer ? Comment savoir par où il est passé ? Comment savoir comment le coincer ? Et puis surtout, bon là, clairement, ça n'a pas l'air d'être un animal bien problématique. Mais si vous prenez des animaux plus gros, voire plus dangereux, attendez, quand vous êtes là juste avec votre petit bâton et votre bout de silex au bout, il faut quand même savoir comment l'approcher suffisamment près sans se faire soi-même démonter pour pouvoir le tuer. Donc autrement dit, le comportement animal, vous pouvez me croire qu'à l'époque, on s'en est préoccupé. Et puis je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à l'oublier, mais à l'époque, ça ne manquait pas quand même d'animaux capables de nous rappeler que nous aussi, nous faisons partie de la chaîne alimentaire et que nous aussi, nous sommes comestibles. Je ne sais pas si c'est quel goût ça, j'ai jamais goûté personnellement, mais en tout cas, voilà. Et donc ça veut dire que il y a quand même un certain intérêt en termes de survie à se préoccuper de savoir comment agissent certains animaux, lesquels sont dangereux, lesquels il vaut mieux éviter, et savoir repérer les traces de leur présence. Un ours, c'est très loin dans la réalité de l'image qu'on peut s'en faire. Et en plus, c'est pas si pâteau que ça, et c'est quand même relativement vif comme animal. Donc, voilà comment je suis à peu près certain que dès le début, l'homme s'est intéressé en fait au comportement animal. Allez, je me permets une petite hypothèse strictement personnelle d'ailleurs. Je me dis parfois que quand on trouve des traces comme ça sur les grottes, je ne sais pas exactement quel devait être le niveau de maîtrise du langage des hommes à l'époque. Mais je me pose la question de savoir si, quand on voit certaines scènes de chasse bien décrites, etc., si on ne serait pas en face des premiers littéralement plans explicatifs qui permettent entre deux individus ou trois individus de pouvoir se dire l'un à l'autre. Alors je ne sais pas ce qu'en penserait un anthropologue ou un paléontologue, mais en tout cas, je me dis que certaines scènes semblent suffisamment bien précises pour bien décrire comment finalement acculer un animal plus gros dans un coin, comment finalement l'encercler, etc. Voilà, c'est une hypothèse, comme je disais, strictement personnelle, mais en tout cas, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Bon, et puis, figurez-vous qu'après, l'homme ne s'est pas contenté de chasser dès le début des animaux. Non. Par la suite, en fait, on s'est dit que plutôt que de courir après la nourriture à travers les bois à l'époque, il n'y avait pas encore de champs, à travers les bois, plutôt que de chasser la nourriture, c'est quand même beaucoup plus facile si elle reste gentiment dans un enclos en attendant d'être abattue. Ça veut dire, on va les élever. Et donc au néolithique, on commence à élever des animaux domestiques. Alors je suis désolé, j'ai pas d'animaux domestiques dans les premiers, donc j'ai pris ceux que j'avais aujourd'hui sous la main. Mais alors ça va évidemment tous les équidés, tous les bovidés, tous les ovidés, etc. Bref, l'ensemble des animaux qui ont été domestiqués, à un moment donné, mine de rien, la domestication, ça va imposer de se poser des questions à propos de leur comportement. Bah ouais. Si vous voulez élever des animaux, vous êtes obligé de les faire reproduire en captivité. Et c'est pas toujours facile. Dixit un panda. C'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui va pas avec le panda ? Avec le panda, c'est qu'apparemment on a du mal de les mettre dans des conditions telles que finalement la séquence comportementale qui mène à l'accouplement et qui mène donc fatalement à la reproduction se déroule correctement. En fait, on ne maîtrise pas correctement l'ensemble des conditions nécessaires pour que la séquence puisse se faire facilement. Et après, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'accouplement, il faut encore que l'ensemble du processus reproducteur puisse se dérouler. Donc ça fait partie du problème, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que le problème là qui se pose avec des animaux comme des pandas ou autres, ou d'autres animaux qu'on a du mal de maintenir en captivité, ou de faire reproduire plus précisément en captivité, le problème, il s'est posé à l'époque. Il ne faut pas penser que les premiers animaux qu'on a essayé de tenir en captivité, ils étaient super contents d'être là, qu'ils ne demandaient qu'une chose, c'est dire « Oh, ma femelle » ou « mon mâle », et puis hop, ça y est. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu arriver à les mettre dans des conditions où c'était possible. Et puis après,
J'aime autant vous dire que les traits comportementaux qui ont été sélectionnés ont certainement été sélectionnés en prenant les plus dociles, les moins compliqués à garder en captivité et autres. Donc le comportement, on s'y est intéressé. Et là, en toute logique, vous me dites, ouais, mais bon, ça va, arrêtez votre char, on va pas faire comme ça toute la soirée, paléolithique, néolithique, etc. Parce que si on réfléchit bien, là aussi, à ce rythme-là, avec une vision si utilitariste, on peut faire remonter toutes les disciplines scientifiques très très loin. Allez, la médecine. Je suppose bien qu'il y a bien eu un premier mec, comme moi, barbu, au fond de sa grotte, qui un jour s'est tapé une migraine, et un autre qui a dit « Oh, attends, je vais aller voir, je vais faire un trou, et tu vas voir, ça va aller. Je vais enlever le mal. » Ce sont les bases de la médecine. Bon, je suis pas sûr que c'est pas plus tuer des gens qu'autre chose, mais c'est vrai, on pourrait remonter très loin. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que dès le début de l'humanité, certainement qu'on s'est préoccupé du comportement animal. Ceci étant, entendons-nous bien, il y a quand même eu toute une série de raisons et toute une série d'observations qui n'étaient pas utilitaristes. À un moment donné, on a commencé à observer le comportement animal autrement. Et ça, on retrouve notamment des traces dès l'Antiquité. Alors là, il y a deux approches possibles. Rappelez-vous, toujours deux visions du comportement animal. Soit on commence à vraiment s'intéresser à l'histoire naturelle des animaux. Tiens, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils agissent? Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Se poser ce genre de questions. On reste dans l'anecdote, bien entendu, et une accumulation d'anecdotes, mais on a ce genre d'approche. Et puis, il y a aussi toute l'approche discours moralisateur, c'est-à-dire on va donner aux animaux des particularités divines, on va leur donner toute une série de caractéristiques qui permettent de faire passer des messages. Ceci étant, c'est pas que dans l'Antiquité, hein. Je vous signale que les fables de La Fontaine, qui sont quand même beaucoup plus proches de nous, les fables de La Fontaine ne sont rien d'autre qu'un moyen bien détourné en utilisant des caractéristiques comportementales des animaux, de faire passer des messages. Vous pensez que c'est par hasard que c'est le renard qui vient jouer les maîtres flatteurs, comme ça, hein, qui vit aux dépens de celui qui l'écoute? Non, c'est pas. Vous croyez que la cigale et la fourmi, c'est choisi par hasard? Non, évidemment. Bien sûr que ça se base sur des traits comportementaux. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Mais toujours est-il qu'il y a un discours moralisateur et parfois religieux qui est lié. Alors, par exemple, d'ailleurs, on va retrouver dans les textes de Platon des observations à propos des cygnes, et plus particulièrement du chant du cygne, qu'on doit en fait à Socrate. C'est Platon qui les a retranscrits, mais qu'on doit en fait à Socrate. Et le chant du cygne, les Grecs anciens avaient repéré assez vite que les cygnes, un peu avant de mourir, chantaient. Bon. Et évidemment, c'était un chant qui passait comme triste, enfin en tout cas qui était décrit comme triste, etc. etc. Et Socrate dit non. En fait, oui, le cygne chante lorsqu'il va mourir, mais en fait, le cygne, c'est un animal qui est associé à une divinité. Si mon souvenir est bon, c'est Apollon. Et donc le cygne sait très bien que lorsqu'il sera mort, il va passer dans le royaume d'Hadès, et chez Hadès, il sait déjà toutes les félicités qu'il aura, et donc c'est pour ça qu'il chante. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas convaincu du tout de l'explication. Je pense qu'il y en a d'autres, mais bon, bref. En tout cas, à l'époque, c'est l'explication qu'on a donnée. Donc vous voyez, il y a un discours moralisateur derrière, en disant « vous en faites pas, regardez le cygne, cet animal béni des dieux, finalement, nous indique que mourir, c'est qu'une banalité. » Enfin bon, le plus tard possible quand même. Donc, il y avait cette histoire. Donc ça repose quand même, mine de rien, sur une observation d'un comportement du cygne qui, effectivement, chante. Un peu après, va arriver alors un des monuments quand même en biologie, parce qu'il est incontournable dans beaucoup de disciplines, Aristote. Alors, Aristote s'est intéressé au comportement animal, et notamment, il a rédigé une histoire naturelle des animaux. Alors, il faut dire qu'Aristote a eu un bol monstrueux, il a eu à sa disposition des moyens hyper importants qui lui ont été fournis, et donc notamment l'obligation de lui envoyer à Athènes toute une série en fait d'animaux naturalisés, donc empaillés, je ne sais pas si on parlait d'empaillés à l'époque, mais en tout cas lui envoyer des spécimens et des rapports à propos de comportement, etc. Donc en fait il a eu une somme de connaissances à sa disposition, et il a pu rédiger donc sa fameuse histoire naturelle des animaux. Et puis là, c'est intéressant parce qu'en fait, on va constater que chez Aristote, il y a quand même des observations qui commencent à se structurer. Et notamment, en fait, il prévoit que le comportement animal doit s'aborder selon deux angles principalement. Une première préoccupation, c'est la préoccupation de reproduction. Et la deuxième préoccupation, c'est l'alimentation. Comment est-ce qu'un animal fait pour s'alimenter? Donc autrement dit,
deux pôles se reproduire, se nourrir. Et les comportements sont interprétés, sont observés dans ce schéma-là. Bon, à côté de ça, il a quand même observé aussi pas mal de sommeil, d'où l'explication. Je trouvais que le chien, en plus, il est pris au pied du Parthénon, donc qui prend son bain de soleil, c'était un peu pour ça. Il a travaillé sur le sommeil des animaux. Il a observé plus précisément les migrations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait quand même des comparaisons. Il a comparé différents animaux entre eux. Mais il faut dire qu'Aristote avait déjà en tête, lui, même si on ne peut pas vraiment parler de modèle évolutif, mais il avait déjà en tête une chaîne des êtres vivants. Et donc, il y avait cette idée de voir en fait comment, en passant d'un palier à l'autre, on a des modifications du comportement et de certains traits comportementaux. Bon, l'œuvre d'Aristote, pendant à peu près 18 siècles, elle va être largement et abondamment copiée, utilisée. Mais quand je dis copiée, c'est copié à la mode de l'époque. Autrement dit, on va reprendre des passages, on va les modifier, on va venir mettre des discours dedans qui ne sont pas ceux d'Aristote au départ. On va détourner un peu le machin pour que ça puisse rentrer dans un schéma, souvent un schéma moralisateur, il faut être bien clair, en donnant des attributs, encore une fois, de vertu à des animaux, ou des jugements de valeur, enfin bref, j'y reviendrai dans 2 secondes, mais ça va être déformé. Ceci étant, il y a quand même quelques observations à gauche, à droite qui continuent de traîner. Ça, c'est pas ça le truc. Mais par contre, il y a une chose qui est assez frappante, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'expérimentations qui sont faites à propos des comportements. D'où j'ai été assez content de retrouver celle-ci, qu'on doit à un médecin grec Galien, qui vivait au IIe siècle. Et Galien, lui, a fait une expérience, clairement, pour vérifier une hypothèse à propos d'un comportement. Et alors, ce qui est assez fascinant, et en tout cas, moi, quand je suis retombé là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, c'est d'abord la modernité de la conception de l'expérience, d'une part, et alors d'autre part, surtout l'hypothèse qui était testée, et surtout quand cette hypothèse a été émise. Parce que ce n'est pas une hypothèse de Galien, en fait, qui cherchait à tester. Explication. Alors, Galien, en fait, a pris un chevreau. C'est sa mère. Désolé, dans ma photothèque, j'ai pas de chevreau. Donc voilà. Il a pris un chevreau né par césarienne, isolé tout de suite de la mère. Donc autrement dit, pas de contact entre le chevreau et la mère. Ce chevreau a été placé dans une pièce aménagée au départ, dans laquelle il n'y a aucune autre chèvre, il n'y a rien du tout, sauf des plats. Et dans ces plats, Galien a disposé dans un du lait, dans l'autre de l'huile, dans un autre du vin. On teste ce qu'on peut. Dans un autre, des fruits et différents éléments comme ça à tester par rapport au chevreau. Et puis on a juste observé ce que le chevreau faisait. On n'a pas interagi, on l'a laissé faire. Et ce qu'ils ont observé, c'est que le chevreau se met debout, tout seul, que le chevreau se secoue, je cite, pour éliminer l'humidité de sa mère, puis que le chevreau avec une patte se gratte, et puis qu'il va tester les différents plats, et il s'arrête devant le lait, et il se met à lécher le lait. Conclusion de Galien, l'hypothèse d'Hippocrate, plusieurs centaines d'années avant notre ère, avait raison, a été correcte, il avait raison. La nature animale n'est pas apprise. Alors là, c'est génial. Parce que vous devez savoir qu'à un moment donné, quand l'éthologie va vraiment se structurer comme une science, il va y avoir un gros débat au début du XXe siècle, et ce débat, c'est celui de l'inné, disons ce qu'on appelle les coordinations héréditaires, autrement dit les comportements qui sont hérités, qui sont maîtrisés dès la naissance, et les comportements appris. Le problème de l'inné et de l'acquis, des apprentissages, il est vieux de plusieurs millénaires, en fait. Donc, autrement dit, et alors l'expérience, ça ressemble très fort à des expériences d'isolation actuelle, des expériences dans lesquelles on va se débrouiller pour maîtriser, d'une manière générale, les possibilités d'apprentissage de l'animal dès la naissance. J'aurai l'occasion de vous en reparler un tout petit peu plus loin. Donc, du coup, en fait, voilà, on a des observations, les observations d'Aristote surtout, qui sont ensuite déformées, qu'on dilue, qu'on transforme, qu'on utilise à d'autres fins que les siennes au départ. Peu d'expérience,
et juste quelques accumulations de données à gauche, à droite. Ça va être comme ça pendant tout le Moyen-Âge en Europe. En fait, quand on regarde bien, on a quelques chercheurs qui se préoccupent quand même, enfin quelques personnes qui se préoccupent quand même un peu de comportement. Alors, la première, qui était une abbesse, Hildegarde de Bingen, très honnêtement, j'ai mis des points d'interrogation, parce que je n'ai pas du tout compris ce qu'elle voulait dire. Elle s'est beaucoup préoccupée des animaux, mais dans une vision médicale, apparemment, dans une vision plutôt de pharmacopée. Mais par contre, elle dit que le lion qui est brave possède des traits communs avec l'homme. L'âne, s'il est si sympa et utile avec nous, c'est parce qu'il a quelque chose en commun avec nous. Alors on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop quel rapport elle fait, c'est un peu nébuleux, mais en tout cas, manifestement, voilà quelqu'un qui s'était préoccupé de certains traits comportementaux chez les animaux et de faire des liens très probablement avec notre comportement à nous. Alors un peu plus compréhensible en tout cas, on a par exemple Frédéric II, qui va faire une description. Alors, il avait une particularité, Frédéric II, c'est que, comme au XIIe siècle, il adorait en fait les oiseaux et notamment la chasse à la fauconnerie. Et donc, en fait, il s'est beaucoup intéressé aux oiseaux. Et à l'époque, on pensait que les oiseaux qu'on ne voyait pas en hiver, tout simplement, on ne les voyait pas parce qu'ils se planquaient, un peu comme les insectes, quoi, finalement. Ils se planquaient. Lui, en fait, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est commencer à décrire le mouvement en fonction des saisons des oiseaux. Et il s'est rendu compte que les oiseaux qu'on ne voyait pas, comme par hasard, ils allaient vers le sud. Sauf qu'à l'époque, on n'imaginait pas qu'ils puissent aller aussi loin. Et donc, voilà, lui a amené l'idée qu'en fait, les oiseaux qu'on ne voyait pas, c'est pas parce qu'ils se planquaient dans la région, c'est parce que tout simplement, ils quittaient la région. Donc, autrement dit, il a ramené l'idée de migration sur le devant. Albert le Grand, qui était un moine, a fait quelques observations pas mal, et notamment dans un livre qui s'appelle De Animalibus. Et ce livre, il est assez génial, parce qu'en fait, dedans, il tord le cou à toute une série de croyances populaires. Alors il y en a une que j'aime bien, alors ça tombe bien puisqu'il y aura un exposé par la suite sur le traitant de castor. Il y a une histoire comme ça populaire à l'époque qui courait sur les castors qui était pas mal. Alors les chasseurs en fait prétendaient que les castors, accrochez-vous, leur jetaient à la tête leurs testicules. Alors l'idée, c'est qu'en fait, ils cherchaient un genre de substance un peu huileuse qui, en fait, n'est pas du tout produite par le testicule, mais par des glandes anales. Mais à l'époque, ils attrapaient les castors et leur enlevaient les testicules qu'ils gardaient. Et donc, en fait, la légende populaire prétendait que pour ne pas se faire chasser, les castors leur balançaient leur coucougnette à la tête et puis, d'ailleurs, montraient clairement qu'ils étaient castrés. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement suivi des chasseurs. Vous vous doutez bien que le chasseur n'est pas pour rien dans le fait que le castor y perde ses testicules. Et donc, évidemment, ça a été complètement tordu. À côté de ça, dans le livre, il y a d'autres anecdotes qui sont rapportées et qui passent plus ou moins comme vraies, mais en fait, avec des animaux dont il n'a jamais vu. Comme je vous disais, essentiellement, donc, durant tout le Moyen-Âge, quand on prend des bestiaires, etc., c'est toujours dans la même idée. On va en fait déformer les choses, on va doter les animaux d'attributs, de vertus, etc., avec des visées moralisatrices, des visées évidemment religieuses derrière, etc. Allez, je vous donne un petit exemple. Dès le IIe siècle, en fait, on trouve un bestiaire dans lequel on parle d'un éléphant, enfin, on parle de l'éléphant, et l'éléphant représente la chasteté. Alors, je n'ai jamais vu d'accouplement d'éléphants, mais manifestement, ça ne passe pas inaperçu. Et donc, par conséquent, venir associer la chasteté à ces animaux, ça semble complètement incohérent aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'à l'époque, les gars qui ont fait le bestiaire, tout simplement, ils n'avaient jamais vu un éléphant de leur vie, évidemment. Donc, dire des vérités fausses, c'est toujours beaucoup plus facile quand on a l'ignorance qui vient justifier un peu le bazar. Bon, l'Europe, pendant le Moyen-Âge, donc quelques observations comme ça. Il y a quand même un truc qui est pas mal, mais alors là, on va basculer dans le monde arabe. Il y a un gars, alors je m'excuse pour l'accent, mais Al-Jahiz, je pense me souvenir que ça veut dire quelque chose genre yeux globugleux. Si quelqu'un peut me confirmer le truc, je suis preneur. Et en fait, c'est un savant arabe, alors qui a fait beaucoup de choses, mais notamment qui a observé les animaux, qui a publié un livre des animaux dont j'ai pu trouver une illustration ici, où on voit une oie en train de couver ses œufs. Et Al-Jahiz, en fait, s'est intéressé à l'organisation sociale des fourmis. Il s'est intéressé également au camouflage des animaux. Comment est-ce qu'ils font pour se camoufler, passer inaperçus? Il s'est intéressé également à la communication dans le monde animal. Il s'est intéressé aussi à l'intelligence. Alors là, il s'attaque à un gros morceau, parce que d'un point de vue éthologique, l'intelligence, déjà je pense que les psychologues ne sont pas tous d'accord sur la définition de l'intelligence. Alors bon, là c'est un gros morceau, on va mettre ça entre parenthèses, mais
je pense même me souvenir que ce gars avait déjà aussi une vision un peu dans un schéma évolutif des espèces. Mais bon, tout ça est toujours repris quand même de toute manière dans un carcan qui est un carcan théologique. Tout ça est à la gloire, évidemment, d'un Dieu. Bon, probablement qu'il y a des observations dans le monde... Pardon. Il y a probablement des observations dans le monde, dans le monde amérindien, dans le monde asiatique, etc. Voilà, honnêtement, j'y ai pas accès. Si quelqu'un en a, je suis toujours preneur. Mais voilà, les choses en restent là. Et puis, petit à petit, évidemment, le Moyen-Âge va céder la place lorsque les restes de l'Empire romain vont tomber en Orient. On va s'ouvrir à une nouvelle période qui est la Renaissance. Et là, à la Renaissance, les naturalistes vont recommencer à aller sur le terrain et faire des vraies observations. On redécouvre un peu le monde et on découvre aussi des régions du monde. Et là, notamment, nouvelle vision des choses en ce qui concerne le comportement animal. Certains naturalistes vont aller l'observer et aller sur le terrain, voir, consigner des observations, faire des rapports. Et puis à côté de ça, d'autres vont plutôt rester dans un schéma un peu philosophique, même s'il est moins théologique. Et un des exemples qu'on peut reprendre, c'est Descartes. Alors Descartes, en ce qui concerne le comportement animal, il est important parce que Descartes, il a amené un concept, en fait, qui est le concept d'animal-machine. Je résume très fort, et en caricaturant. En gros, pour faire quelque chose à un animal, il suffit de donner la bonne stimulation, en clair, on appuie sur le bon bouton, et l'animal fait ce que vous voulez. C'est une mécanique, c'est juste une mécanique. Bon, ça a été critiqué dès le début, encore aujourd'hui, mais il faut savoir que ça a des implications. Il y a une vision, certaines personnes ont une vision du comportement animal qui fonctionne de manière tout à fait mécanique. Alors c'est vrai qu'au niveau de la méthodologie, en éthologie, on essaye de trouver les mécanismes qui causent un comportement, les mécanismes déclencheurs, etc. Donc il y a quand même un côté un peu mécaniste comme ça, mais de là à dire que tout le comportement d'un animal se résume à j'appuie sur un bouton où je donne le bon stimulus et l'animal fait ce que je veux, il y a quand même un pas, en tout cas que moi personnellement je ne le franchis pas. Mais cette vision, elle a encore des conséquences aujourd'hui. Sauf que cette vision, pour Descartes, elle est purement spéculative. En fait, c'est par pure réflexion qu'il en arrive à ce concept, à ce modèle. Alors, à côté de ça, il y a quand même des observations qui s'accumulent et des gens qui disent « Ah, non, pas question, on continue à observer. » Alors, j'ai repris quelques exemples. Alors, il y a ceux qui observent et puis on commence à voir ceux qui expérimentent aussi. On commence à voir des essais, on va tester des idées, tester des hypothèses à propos de comportement. Alors, bon, je passe en vitesse. John Ray, par exemple, et Will Hugby, voilà, qui en fait sont d'abord mentors et disciples, et puis mentors et sponsors, qui en fait dans ses écrits va s'intéresser beaucoup au comportement des oiseaux, notamment aussi à des comportements agressifs, et qui débouche sur finalement la notion de territoire et de territorialité chez les oiseaux. Bah oui, avant on avait remarqué que les oiseaux chantaient, mais personne ne s'était jamais posé la question de savoir pourquoi ils chantent, qu'est-ce qu'ils font toujours à rester dans le même coin, etc. Ils défendent un territoire, tout simplement. Alors, on a un autre naturaliste, Gilbert White, qui, lui, va plutôt s'occuper des comportements notamment innés du rat des moissons, il va s'intéresser au chant des criquets, et alors notamment, lui, il a plus travaillé l'audition, manifestement, puisque c'est un des premiers qui a trouvé le moyen de distinguer des passereaux au chant, à l'ouïe. À côté de ça, vous avez des gens qui expérimentent. Alors, notamment quelqu'un qui a poussé White à publier, c'est Barrington. Et Barrington, en fait, c'est un des premiers qui s'est dit, aussi à propos du chant des oiseaux, il s'est dit, tiens, c'était un éleveur, j'ai oublié de le préciser, d'oiseaux, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je prends des oisillons d'une espèce A et que je les mets dans le nid de l'espèce B ? Il espérait évidemment que l'oisillon de l'espèce A apprenne le chant de l'espèce B. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup, alors là par contre, il s'est un peu emballé. Bah ouais. Et donc du coup, il en est arrivé à dire une bêtise. Il a dit, bah voilà, le chant chez les oiseaux, il est appris. Alors, il a raison et en même temps, il a tort.
Ça dépend beaucoup des espèces. Il y a des espèces où effectivement la part d'apprentissage est plus grande, mais il y a aussi des espèces chez lesquelles vous avez une base qui est héréditaire, qui est typique de l'espèce. Vous avez une partie qui est une partie dialecte, autrement dit, là c'est typiquement chez le merle par exemple. Je vous signale qu'un merle à Mons ne chante pas comme un merle à Anvers. Et oui, il y a des problèmes linguistiques aussi chez les oiseaux. C'est la partie dialecte. Et en plus, derrière, vous avez encore une petite partie du chant qui permet de dire, attention, c'est le merle, on sait que c'est un merle, de Mons, et, allez, je caricature, il s'appelle Maurice. Donc, autrement dit, toutes les informations sont codées dans le champ. Les champs sont assez complexes, donc il a fait quand même vraiment... Allez, c'est un gros raccourci en disant que le chant est appris. Une partie du chant est appris, oui, et puis chez certains oiseaux, il est appris in novo, donc encore plus tôt, et donc c'est un peu compliqué. Et alors, un que j'aime bien, c'est Spallanzani. Alors j'aime bien parce que tout simplement, je m'intéresse aux chauves-souris pour le moment. C'est Spallanzani. Alors, Spallanzani, il s'est intéressé à beaucoup de choses, notamment on lui doit le fait d'avoir compris que le sperme avait quand même un rôle dans la fécondation. On lui doit d'avoir travaillé à réfuter l'hypothèse de génération spontanée. Et puis on lui doit des travaux sur les chiroptères, sur les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, c'était un mystère quand même. Parce qu'elles volent la nuit. Bon, allez, la nuit, il ne fait pas tout à fait noir. On est bien d'accord, il y a des étoiles, il y a la lune, tout ça. Oui, mais attendez, quand elles rentrent sous terre, dans les grottes, là, il n'y a pas la lune et les étoiles. Comment elles font pour ne pas se prendre une stalactite en plein vol? Ah, bonne question. Alors, il y avait déjà eu 1 ou 2 essais avant, parce que l'idée consistait à dire, elles ont un genre de 6e sens. Un truc un peu magique. Quand on ne sait pas, à l'époque, c'est très vite, c'est un peu magique, et puis voilà, elles se démerdent, elles ont un 6e sens. Il y a quand même quelques personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord, et on avait repéré quand même que, apparemment, l'audition, il y avait probablement quelque chose avec l'audition, et notamment ce qui avait un peu mis la puce à l'oreille, c'est qu'on voyait que quand elles volent, elles ont la gueule ouverte, et puis certaines chauves-souris, certaines espèces, notamment les pipistrelles, certains cris sociaux et même des cris d'écholocation sont suffisamment près de notre propre spectre auditif pour qu'on les entende. Très très légèrement, mais on peut les entendre. Quand on est jeune, déjà à mon âge, c'est foutu. Et donc, Spallanzani revient là-dessus et se dit, pas d'avance, on va tester. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aveugler des chauves-souris. On les aveugle, on les lâche dans une pièce totalement sombre. Les chauves-souris volent sans problème. Ok, donc c'est bien pas à la vue qu'elles s'orientent. Est-ce que c'est à l'ouïe? C'est facile, on va leur mettre des bouchons de cire dans les oreilles, et puis on va les lâcher. Et puis quand on lâche les chauves-souris avec des bouchons de cire dans les oreilles dans le noir, elles se prennent le premier mur qui passe. Paf! Pauvre bête. Conclusion, effectivement, on commence à se douter qu'il y a un truc avec l'audition. Je vous rappelle que parler d'ultrasons et tout à l'époque, non. Et donc, on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose à l'audition. Donc, on a des accumulations de données qui viennent, d'observations, et puis on commence aussi à cette époque à avoir des vraies expérimentations en matière de comportement animal. Alors, dans ces eaux-là, arrive un personnage, qui est un personnage aussi, alors pour un biologiste, il est incontournable, le comte de Buffon. Alors, le comte de Buffon, il a laissé une œuvre colossale. Son œuvre, elle est énorme. Bon, d'accord, il avait que ça à faire, c'était dans ses fonctions, mais n'empêche, il a laissé une œuvre colossale, qu'il a rendue accessible à la plupart des gens à l'époque, et il a collecté un nombre impressionnant de spécimens naturalisés qu'on lui envoyait et de rapports à propos notamment aussi de comportement animal. Et ce qu'il a fait, il a constitué finalement un genre d'encyclopédie du monde animal colossal. Et pendant 2 siècles, ça a été publié, ça a été utilisé. Alors il faut dire que c'était écrit avec une gouaille, il avait fait exprès d'ailleurs, il voulait que ce soit encore une fois accessible au plus grand nombre. Et notamment, on lui doit qu'il y ait un petit passage sur le lion. Alors, c'est pas tiré de son œuvre, ça, c'est tiré des œuvres de Cuvier, en fait. Mais il dit du lion, on pourrait dire aussi que le lion n'est pas cruel, puisqu'il ne l'est que par nécessité, qu'il ne détruit qu'autant qu'il consomme, et que dès qu'il est repu, il est en pleine paix. Tandis que le tigre, le loup et tant d'autres animaux d'espèces inférieures, tels que le renard, la fouine, le putois, le furet, etc., donnent la mort pour le seul plaisir de la donner, et que dans leurs massacres nombreux, ils semblent plutôt vouloir assouvir leur rage que leur faim. Bon, je pense pouvoir dire que Buffon, à défaut de préférer le lion, voyait quand même beaucoup plus de qualité chez le lion que chez le putois, par exemple.
Alors, il ne faut pas faire dire à Buffon ce qu'il n'a pas dit. Il y a cette idée du roi des animaux, etc. Mais il ne voulait pas voir le roi des animaux dans le lion. Mais c'est clair qu'on comprend qu'il y a un jugement de valeur derrière ce qu'il voit du comportement du lion et ce qu'il voit du comportement du loup, par exemple, ou des autres. Ceci étant, il ne faut pas perdre de vue une chose, et une chose importante. Oui, Buffon a une œuvre naturaliste colossale. Mais Buffon est un naturaliste de bureau, enfin de cabinet, comme on disait à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on lui envoie tous les rapports. Il n'a jamais vu un repas de lion. Il n'a jamais vu, par comparaison, le repas d'un loup, ou la chasse d'un lion, ou la chasse d'un loup. Tout ça, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu, d'ailleurs, que la plupart du temps, ce n'est pas le lion qui met à mort, mais c'est les lionnes qui chassent. Donc, bref, il y a une méconnaissance et des jugements de valeur qui passent derrière. Autrement dit, on est dans une vision qui est quand même un peu philosophique. En clair, on prend des éléments de bric et de broc qui n'ont pas été vérifiés, qu'on met ensemble dans un système cohérent, et on amène tout ça. Alors à côté de ça, il y a des naturalistes qui, eux, au contraire, vont réagir, et même réagir de manière un peu plus brutale par rapport à ça, en disant non, il faut arrêter les travaux, genre les travaux philosophiques, etc. Il faut revenir à l'observation concrète. Véritablement, aller les voir, les animaux, et tirer les observations et les connaissances qu'on en a de ces animaux. Alors, notamment, c'est le cas, par exemple, de Condillac, qui pourtant était un philosophe. Réaumur. Alors, Réaumur, on le connaît pour le thermomètre, on le connaît pour les travaux sur la sidérurgie. Par contre, il est nettement moins connu pour ses travaux en entomologie, sur les insectes. Et pourtant, il y a quelques petites perles en ce qui concerne le comportement dedans. Et puis alors, il y a un gars, Charles-Georges Leroy. Alors, lui, j'en avais vaguement entendu parler, puis je vous avoue que c'est un peu en préparant ici que j'ai redécouvert ce qu'il avait fait. Et je trouve assez génial. Parce que ce type, en fait, qui il était ? Il était lieutenant des chasses du roi. En fait, titre hérité de son papa, comme souvent à l'époque. Et il était administrateur des forêts royales de Versailles et Marly. Et le roi, le lieutenant de chasse, le roi, qu'est-ce qu'il faisait ? En gros, en partie du boulot de garde-chasse, quoi. Et donc, il parcourait les bois. Et donc, inutile de vous dire que les animaux, il les connaissait. Alors notamment, Diderot et d'Alembert, il était copain avec eux, et ils ont fait appel à lui pour rédiger toute une série d'articles de leur encyclopédie sur la chasse. On sait que c'est à lui. Et puis à côté de ça, il a rédigé aussi, sous un pseudonyme, un traité animalier, dans lequel, en fait, il s'excuse d'ailleurs de ne pas traiter plus d'animaux, mais enfin, il parlait déjà du loup, du renard, de tout ce que vous pouvez croiser dans les bois. Des animaux finalement assez basiques. Pas du lion, pas du tigre, pas de grands éléphants, pas d'hippopotame. Non, et il s'excuse d'ailleurs de ne pas en avoir traité plus, mais il dit c'est les seuls que je connais. Et donc c'est les seuls dont je veux parler. Et alors, il y a une lettre de lui à une dame qui lui parlait en fait de comportement animal et de publication dans le domaine. Et je trouve qu'il y a quelques passages dans cette lettre qui sont assez symboliques. Il dit « Je soutiens qu'il n'appartient qu'aux chasseurs d'apprécier l'intelligence des bêtes. Pour les bien connaître, il faut avoir vécu en société avec elles. Je me contente de voir ce qui est, et je ne me suis jamais inquiété de ce qui devait être. » Prends ça, Buffon. Ça, il n'a pas dit. Clairement, là, on est dans une autre logique que celle de Buffon. Buffon, c'est « je prends de tout, tant pis, j'ai pas vu les bêtes, etc., c'est pas grave, je me fie uniquement au rapport. » Et puis je fais un schéma dans lequel je mets d'ailleurs des valeurs, etc. Le brave lion, vous voyez, le salaud de loup. Lui, en fait, on arrive tout à fait à quelque chose de différent en disant non, il faut aller les voir, il faut passer du temps avec, il faut observer et puis il faut comprendre. Et d'ailleurs, il a tellement bien compris qu'en fait, c'est quelqu'un qui a très bien compris que les animaux et donc leur comportement dans la nature étaient soumis à des contraintes et que les animaux étaient obligés de s'adapter à ces contraintes, notamment par leur comportement. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé comme un éthologiste moderne, même s'il manque encore, pour l'instant, un schéma global dans lequel toutes ces anecdotes peuvent commencer à parler. Et figurez-vous que on approche. Le paradigme central qui va permettre d'unifier tout ça et de donner un sens à tout ça, il va tout d'un coup arriver et va jaillir d'une machine. La machine à vapeur. Je ne suis pas devenu fou, attendez, je vous explique. Bon, la machine à vapeur, ça fait longtemps qu'on la connaît. Les premières machines en vapeur, elles datent de plusieurs siècles. Bon, ça va depuis le début des boules avec 2 tubes autour. On mettait de l'eau dedans, on les faisait tourner, ça amusait les gosses, mais enfin bon, ça servait pas à grand chose. Puis un jour, on s'est dit que ça pourrait servir de moteur, ouais. Mais la machine à vapeur, elle a un gros problème.
Quand on commence à avoir des systèmes avec des pistons, etc., le problème de la machine à vapeur, c'est que oui, elle tourne, c'est un bon moteur, mais le problème c'est que c'est un moteur qui a un régime qui est totalement irrégulier. Autrement dit, il y a des moments où il y a un coup de pression et donc la machine s'emballe, et puis il y a des moments où la pression chute et la machine elle ralentit. Alors vous imaginez les gars qui devraient suivre sur le travail à la chaîne, si en fait les pièces défilent, tout d'un coup elles accélèrent, tout d'un coup elles ralentissent, etc. Bref, c'est pas vraiment utilisable. Et puis il y a ce gars, James Watt, bon d'accord, aussi un coup de main de papa en France, mais James Watt, qui va apporter beaucoup d'améliorations à la machine à vapeur. Et alors pour la petite histoire, notamment, vous voyez là, les deux petites bouboules qui peuvent monter, qui peuvent descendre sur leur levier, sont régulateurs. Alors c'est assez génial parce que tout simplement, en fonction de la vitesse de rotation de la machine, l'axe tourne, et puis quand les boules montent, évidemment, par inertie, et puis effectivement, quand la machine s'emballe, les boules montent un peu plus haut. Du coup, ça referme une valve qui réduit la quantité de vapeur qui passe vers le piston. Et puis, donc la machine ralentit, les boules redescendent. Et les boules en redescendant rouvrent à ce moment-là la vanne. Et puis donc, voilà, et la machine a un rythme régulier. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre par rapport au comportement animal là? On en a à faire que, tout simplement, ce qui se passe, c'est que la machine à vapeur devient utilisable. Et évidemment, le monde de l'économie et de l'industrie va s'en emparer. Et donc, on arrive à l'ère industrielle. Et cette ère industrielle, la conséquence sociale la plus visible, j'ai envie de dire, c'est l'Angleterre victorienne. Et dans cette Angleterre victorienne, il y a toute une série de personnes qui se posent des questions à propos des compétitions, des usines entre elles et tout, mais aussi du fait que les matières premières sont limitées, tout ça. Notamment un gars qui s'appelle Malthus. Et notamment, dans les corollaires de ses travaux, c'est un petit peu de dire aussi les ressources sont limitées, et puis on voit bien qu'il y a plus de jeunes qui naissent que d'adultes qui survivent, et tout ça. Et il publie tout ça. Et puis, une fois qu'il a publié tout ça, quelques années passent, etc. Et puis, figurez-vous qu'il y a un jeune Anglais qui débarque de son bateau sur lequel il a fait le tour du monde. Je fais un gros raccourci, là. C'est un certain Charles Darwin, qui va lire Malthus quelques mois, années plus tard, et puis qui va se retirer, qui va faire beaucoup d'observations, qui va s'imprégner de tout ce qui est dans l'air du temps. Alors, la notion d'évolution des espèces est déjà dans l'air du temps depuis un bon bout de temps. Mais ce que Darwin et d'autres, séparément et indépendamment, vont faire, c'est en fait comprendre que vous mettez les variations individuelles entre les différents individus d'une espèce donnée et vous mettez à côté de ça la compétition en jeu, vous avez le moteur de l'évolution. Et donc, autrement dit, va jaillir le moteur de l'évolution. Alors, Darwin va le publier, Wallace en même temps, mais c'est Darwin qui va nous intéresser pour l'instant. Alors, Darwin est plus resté dans l'histoire de toute façon que Wallace à cause d'un bouquin qu'il a publié, qui est L'origine des espèces en 1859. Et pourquoi ce bouquin m'intéresse ? Parce que figurez-vous que l'éthologie, c'est là qu'elle va commencer à véritablement devenir une discipline scientifique. C'est une discipline qui est née en même temps que les sciences de l'évolution d'une manière générale. Alors, pourquoi je m'intéresse plus à Darwin qu'à d'autres à l'époque ? Parce que tout simplement, dans l'origine des espèces, Darwin, clairement, s'est déjà préoccupé des comportements, de ce qu'il appelle l'instinct. Autrement dit, des comportements qui sont hérités, clairement. Et dans l'origine des espèces, alors, on trouve un texte, notamment, donc tout un chapitre consacré à l'instinct, et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous le livrer, un passage dans lequel il dit « Aucun instinct complexe ne peut se produire par sélection naturelle, autrement que par une accumulation lente et graduelle de variations légères et profitables. Nous devrions donc, comme pour le cas des conformations du corps, trouver dans la nature non les degrés réels de transition qui ont abouti à l'instinct complexe actuel, et qui ne pourraient se rencontrer que chez les ancêtres directs de chaque espèce. Petite parenthèse, ça, on peut toujours chercher, parce que même quand vous avez un fossile, disons de dinosaure, vous avez les ossements du dinosaure. Mais les fossiles de son comportement, non. Ce que vous pouvez avoir, ce sont des fossiles de traces de comportement. Des restes de nid, des traces de pas, etc. Et en déduire toute une série de choses. Mais pour le reste, les fossiles de comportement, ça n'existe pas. Donc, mais quelques preuves de ces états transitoires dans les lignes collatérales de descendance. Tout au moins, devrions-nous pouvoir montrer la possibilité de gradation de quelque nature, et c'est en effet ce qui a lieu. En clair, ce que Charles Darwin dit là, c'est qu'on peut appliquer les mêmes méthodes et les mêmes types d'observations au comportement instinctif que ce qu'on observe, par exemple, pour des structures anatomiques. Il va même aller plus loin. Bon, au départ, il ne voulait pas trop s'occuper de l'homme et du comportement de l'homme, mais bon, il était un peu pressé, etc., par d'autres. Et on sait notamment qu'il est allé voir aux zoos, notamment les gorilles, voir les mimiques des gorilles, en fait, tout ce qui rentre dans la communication non verbale, en fait.
Et Darwin a notamment aussi envoyé des questionnaires à propos justement de la manière dont certains animaux peuvent réagir ou certaines peuplades peuvent réagir par rapport à l'expression d'un sentiment comme la peur ou ce genre de choses. Est-ce qu'ils montrent les dents? Voilà. Et donc il y avait tout un questionnaire avec plusieurs questions qu'il avait envoyées comme ça de par le monde. Et puis il a commencé à rassembler et cumuler toutes ces observations. Et en matière de communication, il est allé un peu plus loin dans un autre ouvrage qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Et alors là, donc, il fait tout un travail de synthèse. Et ce travail de synthèse, il va notamment le conduire à une observation qui est pas mal en matière de comportement. Prenons le paon. Je vous rappelle que le paon fait partie aussi de la chaîne alimentaire. Et franchement, quand on a sa place dans la pyramide alimentaire, on évite de la ramener. Alors franchement, aller dans du feuillage, dans de la végétation verte, habillé en bleu métallique pétant, on a déjà fait mieux en matière de camouflage, il faut être clair. Alors je ne vous raconte pas en plus se traîner la longue queue derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. D'autant que si vous regardez Madame Pan, elle, franchement beaucoup plus discrète. Inutile de vous dire que quand les deux sont dans le même coin, c'est celui-là qui va se faire bouffer beaucoup plus vite que la femelle. Comment arriver à expliquer une telle aberration à un animal qui finalement acquiert des structures anatomiques au détriment de sa propre survie? Alors là, je vous rappelle que dans le schéma général de l'évolution, ça colle pas bien, ça. Il a fini par émettre une hypothèse qui est validée, qui est de dire, en fait, le problème, c'est le choix de la femelle. C'est la sélection sexuelle qui va jouer dans ce cas-là. Oui. Au cours du comportement de parade, une parade, c'est un schéma de comportement qui est toujours le même pour une espèce donnée, qui mène normalement à l'accouplement et qui permet notamment au mâle et à la femelle de se choisir, sélectionner l'un l'autre et puis de synchroniser le couple, etc. Et figurez-vous qu'en fait, la femelle, elle est excessivement attirée par notamment la belle roue, les belles plumes, etc. Et donc elle choisit toujours celui qui a les plus belles plumes, etc. Vous voyez l'histoire qui a pu se dérouler. Ceux qui avaient les plus belles plumes, les plus longues, etc. ont toujours été avantagés. Et au final, on se retrouve avec un animal franchement pas passe-partout, mais c'est la contrainte pour pouvoir se reproduire. Donc autrement dit, il y a là évidemment une pression que la femelle exerce sur l'évolution du mâle, qui est contraire littéralement à la sélection, à l'idée de sélection naturelle et de compétition des individus entre eux, et notamment là où il y a des prédateurs. Alors de manière surprenante, alors qu'on pourrait se dire Darwin qui a tout compris que c'est un problème de variabilité un peu aléatoire au départ, je vous rappelle que la génétique n'est pas connue à l'époque, c'est un problème de variabilité aléatoire, etc., et puis de sélection, on se dit il va interpréter comme ça les comportements. C'est la logique. Non. Assez bizarrement, en fait, là, pour les comportements, il y a une explication qui est lamarckienne. Autrement dit, par hasard, un animal acquiert un nouveau comportement qui est intéressant, et donc il va le transmettre à sa descendance. Bref, là, on est dans le schéma de Lamarck. La fonction crée l'organe. Alors ça paraît surprenant, effectivement, là, on peut le dire, soyons clairs, sur ce coup-là, Darwin s'est planté. Quoique, allez, je vais quand même jouer son défenseur. J'ai quand même envie de dire que certains comportements, petite parenthèse par rapport à ce que je suis en train d'expliquer historiquement, certains comportements fonctionnent sur un modèle lamarckien. Je vous donne un exemple. Dans les années 50, des chercheurs suivaient une colonie de macaques au Japon. Et en 1952, une guenon, Imo, ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, on leur déposait de la nourriture sur la plage de leur île. Et en 1952, pourquoi une guenon, en fait, on observe qu'elle commence à, avant de manger, prendre les patates qu'on lui dépose, les laver, les passer dans l'eau. Bon, certainement par essai-erreur, apprentissage par essai-erreur. Elle s'est certainement rendue compte que, ma foi, c'était probablement bien meilleur. Évidemment, quand il n'y a pas de terre et de sable qui croquent sous la dent, tout de suite la patate a un autre goût, quoi. Et puis en fait, on se rend compte qu'en 1953, mince, il y a de plus en plus d'individus, quasiment toute la colonie est en train de laver ses patates. En fait, ils sont tous en train d'imiter Imo. Et vous savez quoi? Pendant des décennies, on a une colonie de macaques qui lave ses patates. Simplement par imitation. En fait, on est dans des phénomènes d'apprentissage par imitation, et ce type d'apprentissage peut conduire à ce qu'on appelle des protocultures.
Eh ouais, c'est exactement le même phénomène que chez nous quand nos petits bambins sont sur leur table et qu'on leur apprend à faire par imitation des calculs d'addition, de soustraction, etc. Ah oui, d'accord, c'est un peu plus compliqué de faire une addition que de laver ses patates. On est d'accord, mais c'est le même mécanisme qui se trouve derrière. Et évidemment, chez nous, c'est plus compliqué, on va parler de culture, mais les cultures et les protocultures fonctionnent sur un mode lamarckien. Une invention originale, tout simplement, on va vite aller la partager, montrer comment on a fait, et puis à partir de là, d'autres vont le faire. On est dans un schéma lamarckien. Les cultures évoluent selon un schéma lamarckien. Alors, sachant que nous sommes un animal excessivement culturel, la part de comportement que nous apprenons par imitation et, on va dire, qui rentre dans ce qu'on peut appeler la culture, elle est énorme. Alors, du coup, c'est peut-être pas étonnant que quand on se pose la question de savoir comment quelque chose apparaît, qu'on regarde un petit peu comment nous-mêmes, à notre échelle, à nous, individuels, nous évoluons. Mettez des guillemets parce qu'un individu n'évolue pas au sens biologique. Il se développe. Comment nous, on se développe ? On se développe en apprenant, en résolvant des problèmes et puis en répétant et en transmettant ce qu'on a trouvé comme solution. Tout simplement, c'est vrai qu'intuitivement, on a vite tendance à partir vers une interprétation des phénomènes dans ce sens-là. C'est probablement ce qui s'est passé aussi avec Lamarck, mais Lamarck en plus ne cherchait pas du tout à expliquer l'évolution, contrairement à ce qu'on pense. L'évolution était un fait pour lui, il fallait bien essayer de trouver un truc dans tout son traité de zoologie, et donc il a vite pondu un petit machin. Bon, du coup Darwin nous amène à l'idée que les comportements vont évoluer comme d'autres structures anatomiques, etc. Super, donc on a un paradigme central, l'évolution. Ouais, mais attendez, ça veut dire que si on a une filiation entre les espèces, on peut aborder les choses de deux manières différentes. Et c'est là qu'en fait on a deux cadres théoriques complètement distincts qui vont apparaître. Le premier cadre théorique dit, ok, ça veut dire qu'entre les espèces, on doit avoir en fait toute une série de comportements qui sont similaires, au moins sur leur mise en place. Et puis si ça mène à des facultés différentes, on doit avoir des degrés de maîtrise différents entre les espèces, et on doit avoir ce genre de continuité. Et ça va mener au behaviorisme et à la psychologie expérimentale, dans laquelle on va comparer différentes espèces. Et puis d'un autre côté, on peut se dire, oui, mais au niveau du comportement, qu'est-ce qui différencie les différentes espèces ? Et pourquoi il y a ces différences ? Quel est l'intérêt en termes évolutifs de ça ? Et ça va nous mener, en fait, cette question-là, à l'éthologie classique. Alors, pardon. De manière assez amusante, quand on regarde bien, alors il y a des exceptions, on est d'accord, mais l'essentiel des travaux des behavioristes, ils ont travaillé essentiellement aux États-Unis et en Russie, et puis les éthologistes classiques ont travaillé plutôt sur le vieux continent. Alors, c'est assez amusant, mais donc on a les deux pôles. Alors, vous vous doutez bien que déjà, si on a deux visions complètement différentes et opposées du mécanisme, si en plus on ne travaille pas dans le même coin, etc., on ne va certainement pas trouver les mêmes choses, et à un moment donné, on ne va peut-être même pas du tout être d'accord. Sans surprise, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Alors historiquement, je disais... Pardon. Historiquement, en fait, c'est on va dire le courant behavioriste qui s'est d'abord mis en place. Alors, comment notamment par des chercheurs qui sont passés voir Darwin et qui ont voulu travailler, alors notamment Romanes, si mon souvenir est bon, qui a voulu travailler sur notamment l'intelligence, là déjà un truc pas bien défini, etc., et sur différents degrés de maîtrise des sentiments, etc., chez les animaux. Bref, à un moment donné, il ne fait même plus vraiment d'expérimentation, ça se décolle de toute méthodologie, et donc on en arrive assez vite à un cul-de-sac, tout simplement, dans ses travaux. C'est un peu un fourre-tout, et alors, par rapport à ça... un gars qui connaissait, qui s'appelle Lloyd Morgan, en fait va dire ouais, ok, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est un des premiers à travailler, c'est en tout cas un des premiers dans le courant behavioriste, qui va dire ok, bon, on va observer ce qui est observable. On ne va plus travailler que comme ça. Et alors, on va arrêter de parler d'intelligence, on va arrêter de parler de sentiments et tout chez les animaux. Stop. En fait, on va se fixer une règle de base qui est en aucune manière ne devons-nous interpréter une action comme le résultat d'une faculté psychique plus élevée si elle peut être interprétée comme le produit d'une autre, moins élevée dans l'échelle psychologique. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est, attendez, si vous rentrez à la maison avec le panier à commission, votre chien arrive en faisant la fête, ne pensez pas que c'est parce qu'il vous aime, c'est que tout simplement il a faim, il sait qu'il y a les croquettes dans le panier à provisions. Donc autrement dit, pas besoin de faire intervenir les sentiments pour expliquer tout ça. Bon, à un moment donné, au début du XXe siècle, il va revenir et assouplir un petit peu ce qu'on appelle le canon de Morgan, parce que tout simplement, il y a effectivement quelques observations où on se dit, il y a peut-être des trucs qui rentrent pas bien dans le canevas, mais en tout cas, voilà, à l'époque,
on décide de travailler comme ça. Alors il y a d'autres pionniers, il n'y a pas que Morgan. Notamment, il y en a quelques-uns un dont vous avez certainement entendu parler. Bon, je pourrais parler de Thorndike. C'est celui qui a beaucoup travaillé sur les apprentissages par essai et erreur chez les animaux. Il y a encore des essais qui sont plus ou moins dans la même veine, qui sont faits actuellement, notamment avec des corvidés, par exemple des corbeaux où on leur met des boîtes à problèmes et puis ils doivent essayer par essai-erreur de trouver une solution. Et puis on se rend compte qu'ils y arrivent relativement bien. Et puis il y a celui que tout le monde connaît, notamment parce qu'on en parle dans l'enseignement secondaire, qui est Pavlov. Alors tout le monde connaît l'histoire du chien de Pavlov, qu'on conditionne. Alors, au départ, on le fait réagir à de la poudre de viande qu'on lui souffle devant la gueule et on mesure la quantité de salive qui est produite, etc. Et en même temps, on fait aller un métronome. Alors, c'est devenu dans les manuels scolaires une sonnette, mais enfin bon, bref, soit. Il faisait aller, en tout cas, un objet qui émet un bruit bien particulier. Et il a découvert qu'on pouvait conditionner le chien à réagir, non plus finalement, même pas au stimulus initial, mais au coup de sonnette ou au coup de métronome. Application domestique, vous prenez la boîte de nourriture pour chat ou pour chien, avant même que vous n'ayez fini de l'ouvrir, quand ils ont entendu le bruit caractéristique, ou pire si vous utilisez encore un ouvre-boîte, alors là, voilà, vous avez en fait un réflexe conditionné, type 1, donc celui qui a été découvert par Pavlov. Alors, donc ce sont tous les mécanismes de conditionnement. Alors, donc les behavioristes vont insister finalement beaucoup sur l'influence du milieu extérieur. Ah mais attendez, si c'est l'influence du milieu extérieur, ça veut dire tout ce qui va modifier le comportement d'un animal après avoir été une première fois mis en contact. Ça s'appelle un apprentissage, ça. Donc autrement dit, fatalement, ils vont beaucoup se focaliser sur les apprentissages, et alors ils vont pousser le raisonnement à l'extrême. On n'étudie que ce qu'on peut observer. Et comment ça se met en place. Alors, d'autre part, s'il faut observer, ça veut dire qu'il faut du matériel pour observer. Il va falloir pouvoir trouver des éléments qui vont permettre de mettre les animaux dans des situations bien particulières, voir comment ils réagissent, mesurer tout ça. Alors ça donne notamment du matériel, genre les boîtes de Skinner. Alors voilà, ça c'est une boîte de Skinner. Alors dans la boîte de Skinner, vous avez en fait, pour ce cas-ci, vous placez votre rat dedans et puis il y a un genre de pédale ou levier. Et si par hasard, au départ, la première fois, le rat appuie sur le levier alors qu'il y a une petite lampe qui s'allume, oh super, il a un bonbon, il mange son bonbon, il est content. Et puis par contre, s'il appuie sur le levier au moment, dans l'autre version du dispositif, s'il appuie sur le levier au moment où la lampe est éteinte, paf, il se prend un petit coup de décharge électrique. Très rapidement, le rat finit par apprendre que quand la lampe s'allume, il faut appuyer sur le bouton. Voilà, aussi simple que ça. C'est une autre forme de conditionnement en fait. Donc autrement dit, ces chercheurs les behavioristes vont essentiellement découvrir finalement tous les principes qui vont sous-tendre les apprentissages. Ça, c'est vraiment leur grand truc. Mais par contre, il y a un truc. Il y a un revers à la médaille. Ils cherchent finalement tous les processus qui se mettent en place, quelle que soit l'espèce. D'accord ? Je vous rappelle que le but, c'est de chercher les similitudes. Donc on cherche les mécanismes qui mettent en place, quelle que soit l'espèce, les apprentissages. Donc à la limite, pas la peine de se préoccuper de toutes les espèces. Le fait que certaines apprennent plus ou autrement que d'autres, etc., c'est simplement un problème lié soit à la complexité du système nerveux ou des choses comme ça. Et donc par conséquent, si on regarde entre 1911 et 1941 les publications, on voit que les publications des behavioristes, elles ont tendance à augmenter. Par contre, le nombre d'espèces étudiées, il a tendance à s'effondrer. Et on en arrive à une situation où dans 50% des cas, l'animal de référence, c'est le rat de laboratoire. Donc ça, c'est un petit peu la contrepartie. À force de vouloir travailler absolument en laboratoire, vous utilisez uniquement des animaux que vous maintenez en laboratoire. Ça, c'est le côté behavioriste. Donc les behavioristes travaillent sur les apprentissages. Évidemment, de l'autre côté, en Europe, on a les éthologistes classiques qui ne se tournent pas les pouces et qui commencent à travailler. Alors, 3 exemples au départ. Alors, c'est généralement ceux qu'on prend en exemple parce qu'ils ont reçu le prix Nobel en 1973. En fait, il y a Konrad Lorenz, dont je vous ai déjà parlé avec ses oies, Nicolas Tinbergen et Carl von Frisch, qui a lui plutôt travaillé sur l'abeille domestique. Alors, j'ai envie de citer quand même aussi, notamment parce que j'en parlerai un peu plus tard, parce que ces travaux ont été notamment repris par Lorenz, il a travaillé avec Lorenz. Il y a Heinroth aussi, d'accord, qui a notamment fait un travail phénoménal sur les comportements de parade sexuelle chez les canards, chez les anatidés en général. Alors donc encore, j'en reparlerai un peu plus tard. Alors les éthologistes, eux, vont travailler de manière totalement différente. Leur idée, c'est que, grosso modo, la question centrale, c'est pourquoi un animal fait ça ?
Pourquoi est-ce que j'observe ça chez cet animal-là, dans cette espèce-là? Pourquoi est-ce que cette espèce réagit comme ça dans telle situation? Autrement dit, leur approche, c'est une approche évolutionniste qui est très descriptive. Alors, ils font beaucoup de comparaisons aussi entre espèces, puisque le but du jeu, c'est de voir les différences et de mesurer les différences entre elles. Et alors, il y a autre chose. Si vous voulez travailler avec des animaux, en vous posant la question de savoir quel est l'avantage en termes évolutifs pour cette espèce, est-ce que vous pouvez travailler en laboratoire? Bien sûr que non. Autrement dit, ça veut dire que les éthologistes ne vont pas travailler en laboratoire. Les éthologistes vont prendre leurs affaires et aller sur le terrain observer les animaux. Puisqu'il n'y a que dans leur environnement normal, naturel, qu'on peut voir finalement les contraintes qui pèsent sur les animaux et de là essayer d'estimer finalement quel est l'avantage adaptatif de tel ou tel comportement. Alors comme l'évolution évidemment s'applique in fine sur les gènes, les comportements qui vont beaucoup les intéresser, ce sont ce qu'on appelle les coordinations héréditaires, ce qui rentre en gros dans l'instinct. L'instinct, c'est un terme un peu fourre-tout, etc., donc qui n'est pas trop utilisé, puis surtout Lorenz, on lui a reproché de l'utiliser, il en a eu une vision un peu bizarre à un moment donné. À propos des comportements, grosso modo, Tinbergen va fixer un genre de schéma d'approche, en disant, voilà, il y a deux grands types de causes à un comportement. Il y a les causes proximales, c'est comment tout ça se met en place, finalement. Comment l'animal en arrive à développer ce comportement que j'observe. Et puis les causes ultimes. Et là, les causes ultimes, c'est finalement le gros avantage en termes évolutifs pour l'espèce. Alors, en gros, ça se décline sous forme de 4 questions. Quels sont les mécanismes qui déclenchent le comportement? Quels sont les mécanismes qui permettent au comportement de se développer? Comment il se met en place au cours de l'ontogenèse de l'individu? Ça, ce sont les causes proximales. Ensuite, quelle est la valeur en termes de survie du comportement? Et comment ce comportement a évolué au cours du temps? Ça, ce sont les causes ultimes d'un comportement. Bon, ça, c'est de la théorie. Appliquons très rapidement un exemple. Chez les mouettes rieuses, en fait, c'est l'exemple que Tinbergen avait pris. Chez les mouettes rieuses, on constate qu'en fait, après l'éclosion des jeunes, les parents virent les coquilles vides du nid. Alors, pourquoi? Alors, il y a 2 questions qui se posent. D'abord, quels sont les stimuli déclencheurs? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le parent décide de prendre les débris de coquilles et de les balancer hors du nid, sans balancer les œufs qui n'ont pas encore éclos? Parce que sinon, ce serait un peu gênant quand même. Alors ça, on a pu y répondre assez facilement avec des leurres, avec des leurres maquillés. En gros, on s'est rendu compte que c'est le fait d'avoir une cassure dans l'œuf, avoir un bord bien découpé et surtout un effet de contraste entre l'intérieur de la coquille qui apparaît bien blanc et l'extérieur qui est beaucoup plus discret pour passer assez inaperçu dans les nids. Ok, ça, on a compris. Donc, autrement dit, dès le moment où on a un œuf avec un bord bien découpé, un effet de contraste intérieur-extérieur, il est balancé. Et quel est l'avantage de ça? Pourquoi faire ça? Eh bien, l'expérience que Tinbergen a fait, c'est tout simplement laisser des nids avec des coquilles brisées dedans et des nids sans coquilles brisées dedans. Et alors là, le résultat, il est sans appel. Ce qui se passe, c'est qu'avec les coquilles brisées, et donc notamment à l'intérieur bien blanc, grosso modo, ça attire tous les prédateurs du coin. Et donc on se rend compte que la proportion de nids qui sont pillés par des prédateurs lorsqu'il y a des coquilles brisées dedans est beaucoup plus importante que les nids dans lesquels les coquilles ont été retirées. Donc voilà l'intérêt évolutif du comportement. Voilà, c'est la manière de travailler en fait des éthologistes de terrain. Alors, ils appliquent, comme je le disais, la méthode comparative. On va comparer ce qui se passe chez la mouette rieuse, on va comparer ce qui se passe chez le goéland, on va comparer, chez d'autres laridés. Alors, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est donc évidemment que certains comportements sont maîtrisés dès la naissance, mais pas que. En fait, notamment, Lorenz a découvert un type d'apprentissage qui est très programmé, qu'on appelle l'empreinte. Et l'empreinte, elle se fait vraiment à un moment donné. Alors, je caricature, on est d'accord, mais pour bien faire comprendre. Vous avez ici Lorenz, barbu qui fume la pipe, qui se promène, suivi de ses jeunes oies. Pourquoi Lorenz était-il toujours suivi par ses jeunes oies? L'explication, elle est très simple. Comment la jeune oie repère sa mère? Évidemment, ce n'est pas codé de manière génétique innée quand il sort, maman. Non. Ce qu'il y a, c'est que quand il sort, pendant une période sensible, tout simplement, pendant laquelle l'empreinte se fait, ce qui passera au-dessus de lui, c'est maman. Alors, si c'est une oie, pas de problème, maman est une oie. Si c'est un grand barbu qui fume la pipe, maman, c'est un grand barbu qui fume la pipe. C'est ce que vous avez là. Donc, c'est en partie ce qu'ils ont découvert. Alors, ils ont découvert quand même aussi autre chose, c'est qu'effectivement,
Le système nerveux est capable d'une activité endogène. Certains comportements peuvent être déclenchés littéralement à vide. Alors je prends un exemple, l'exemple qui m'épate d'ailleurs de manière tout à fait personnelle chez moi. Il se fait que j'ai des chats, et si vous avez des chats, il y a une observation que vous avez certainement faite, c'est qu'à un moment donné, le chat, on ne sait pas pourquoi, se met brutalement, apparemment à chasser un truc imaginaire. C'est pas ce qui lui prend. Alors, parfois il y a une raison, on se dit « Ah oui, il y a une poussière là », mais enfin, bon, tout un cirque pour une poussière comme ça, une souris on comprendrait. Mais en plus, il est nourri à coups de ronron. Pourquoi chasser une poussière? Et encore, quand il y a une poussière, parce que parfois il n'y a même pas de poussière. Ben en fait, c'est un comportement qui est autodéclenché, qui se déclenche tout à fait, on dit hors propos, et en fait, qui simplement se déclenche, je fais très simple, qui se déclenche parce que l'animal est motivé pour, et à un moment donné, puisqu'il n'a pas pu réaliser son comportement de chasse pendant un certain temps, il faut qu'il le réalise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, mettez des guillemets. Bon, est-ce que ça marche leur approche? Bah oui, ça marche leur approche. La preuve, vous vous rappelez, je vous parlais des parades sexuelles chez les canards que Heinroth a décrit. Bon, une parade sexuelle, donc c'est un comportement qui est excessivement cadenassé. Clairement, là, il y a une composante héréditaire dedans, parce que tous les individus d'une même espèce réalisent la parade sexuelle de la même manière. Et il y a intérêt parce que c'est ce qui permet notamment de se reconnaître entre mâles et femelles de la même espèce. Allez, je vous donne un exemple pour comprendre. Certains crabes, qu'on appelle violonistes, ont en fait une pince qui est hypertrophiée par rapport à l'autre. Au cours de la parade sexuelle, il y a deux espèces qui sont relativement proches. Qu'est-ce qui permet de les distinguer? C'est qu'à un moment donné, il y a le mâle chez une espèce qui lève la pince comme ça, et dans l'autre espèce, il la lève comme ça. Et la femelle ne se plante jamais. Donc autrement dit, c'est très très codé, très, très rigide comme comportement. Chez les anatidés, voilà donc un exemple de quelques éléments qui apparaissent au cours d'une parade. Et puis en fait, ce que Heinroth et Lorenz ont fait, c'est tout simplement reprendre, donc sur des lignes du temps, reprendre les comportements qui se suivent. Alors la femelle en fait se présente de telle manière face au mâle, elle tourne la tête, etc. Et vous avez donc les actes comportementaux qui suivent. Et simplement sur la représentation ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a aligné côte à côte les séquences similaires. Et puis quand ça se passe plus de la même manière, on a simplement fait diverger les lignes. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, l'arbre que vous avez là, c'est quasiment presque une phylogénie des anatidés. Autrement dit, on retrouve la même logique que dans un arbre phylogénique classique, dans lequel vous avez en fait, qui se fait à partir d'autres caractères anatomiques classiques. Autrement dit, oui, ça marche. Effectivement, on peut trouver des phylogenèses comportementales. Alors, je vous ai dit, deux cadres théoriques, ils ne travaillent pas tous au même endroit. Évidemment, quand on les mettait ensemble dans les mêmes congrès, ça a volé. Donc autrement dit, ce qui se passait, c'est que comme ils ne travaillaient pas de la même manière, ils n'avaient pas le même schéma en tête, il y a eu véritablement, à un moment donné, pendant même un peu plus de 20 ans, réellement un vrai clivage qui s'est fait entre les behavioristes d'un côté qui prônaient tout à l'apprentissage et les éthologistes qui prônaient tout au comportement appris, au comportement hérité. Bon, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le conflit entre les deux a radicalisé beaucoup les discours, les points de vue, etc. C'était en réalité beaucoup plus nuancé. Mais je vous donne deux exemples d'expressions que vous pouvez trouver dans les deux camps. Par exemple, chez les behavioristes, une déclaration de Watson, « Donnez-moi une douzaine d'enfants en bonne santé et laissez-moi les élever à ma manière et je vous garantis d'en prendre un au hasard et de l'entraîner à devenir n'importe quel spécialiste de mon choix, docteur, avocat, marchand, chef, et oui, même mendiant et voleur, sans égard pour ses talents, particularités, tendances, habilités, vocation, race ou ancêtre. » En clair, c'est le principe en éducation, on appelle ça le principe de la table rase. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez arriver à faire n'importe quoi avec quelqu'un juste par apprentissage, conditionnement, etc. D'un autre côté, les éthologistes passent pour conditionner finalement l'appris à l'instinct. Et par exemple, une déclaration de Tinbergen qui dit « L'apprentissage et de nombreux processus supérieurs sont des modifications secondaires de mécanismes innés et dès lors, une étude des processus d'apprentissage doit être précédée d'une étude des fondements innés du comportement. » En clair, les uns disent tout à l'appris, les autres tout à l'hérité. En anglais, on dirait « nature » et « nurture ». Bon, effectivement, on se doute bien qu'en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, et les animaux ont à la fois des
comportements dans leur panel comportemental, des comportements qui sont hérités, des comportements qui sont appris. Effectivement, aujourd'hui, on fait la synthèse des deux, et globalement, on considère que le comportement d'un animal, il est en partie hérité et en partie lié à l'environnement par des apprentissages. Alors, ceci étant, comme je le disais, le conflit entre les deux a permis en fait des avancées assez majeures dans chacun des camps. Dans le premier camp, les behavioristes, la compréhension des apprentissages et des mécanismes qui conduisent à l'apprentissage, y compris assez loin, notamment dans des problématiques d'arc réflexe, avec la compréhension au niveau du schéma nerveux. Je prends un exemple que probablement vous connaissez pour l'avoir eu à un moment donné à l'école, le réflexe médulaire. Vous savez, quand on vous tape sur le genou et que la jambe se lève, on connaît effectivement le schéma nerveux par où passe l'information et comment elle est traitée, entre guillemets. D'un autre côté, les éthologistes, eux, ils ont amené la compréhension de toutes les coordinations héréditaires, c'est-à-dire de tout ce qu'on a tendance à classer dans l'instinct, d'une manière générale. Mais alors effectivement, comme je vous disais, on fait la synthèse des deux aujourd'hui. Si je prends un animal, tiens, je vais prendre notre écureuil roux, voilà. Et là, il est super content parce qu'il a trouvé une noix. Et figurez-vous qu'effectivement, il apprend plein de choses par rapport à son environnement. Il apprend où sont les différents éléments, les différentes ressources, etc. Mais par contre, le fait de prendre la noix et d'aller l'enfouir quelque part, ça, c'est une coordination héréditaire totale. Alors, ça a été montré par Ebesfeld, si mon souvenir est bon. Oui, mon souvenir est bon. Vous prenez un écureuil, vous l'isolez totalement. Tiens, ça me rappelle une histoire de chevreau. Vous l'isolez totalement de tout autre écureuil dès la naissance. Okay. Vous le nourrissez uniquement avec de la nourriture liquide, très important. Il ne faut pas qu'il apprenne à manipuler de la nourriture solide. Hein. Vous faites en sorte qu'il ne voit jamais un arbre de sa vie, il vit dans sa cage tranquillement et il se développe bien, ma foi. Et puis un jour, vous lui donnez une noix. Il prend la noix et il fait exactement la même séquence comportementale que si vous lui donnez en haut d'un arbre. Il va essayer de trouver une surface verticale, oui, il n'a jamais vu un arbre, mais le bord de la cage, ça, pas de souci. Alors, il va commencer à creuser un trou imaginaire, parce qu'évidemment, il n'y a pas de terre dans la cage. Il va creuser un trou, il va pousser la noix, il va mettre la noix dedans, il va la pousser avec le museau, et puis vous allez voir qu'il fait mine de refermer, de tapoter, et puis il s'en va. C'est véritablement une coordination héréditaire, c'est déclenché hors propos puisque c'est en laboratoire, mais cette partie-là du comportement, elle est totalement héréditaire. À côté de ça, là en l'occurrence, la photo a été prise à 6 plis, il connaît très bien les parcs et jardins du côté où il a été pris en photo, et ça, c'est pas, évidemment pas codé dans son génome, ça peut pas être codé dans son génome, c'est quelque chose qu'il a appris. Donc, il y a un mélange des deux. Maintenant, effectivement, selon les espèces, on va avoir une part plus ou moins importante d'apprentissage ou d'appris. Allez, je vais prendre 2 exemples un peu caricaturaux, mais si je prends, je vais prendre le chat et les perdiadèmes. Voilà. Si je prends le chat, évidemment, il y a des comportements qui sont des coordinations héréditaires dedans, clairement. Mais à côté de ça, il y a toute une série de comportements d'apprentissage. Là, le jeune chaton, il est en train d'apprendre par exploration de son territoire, tout simplement, il est en train d'apprendre toute une série de choses, où sont les différentes ressources, les endroits où je peux me cacher quand le chien sort, et ce genre de choses. Donc il y a une part importante d'apprentissage. Chez les perdiadèmes, en gros, elle ne doit pas apprendre à faire sa toile. La toile, elle la maîtrise, et toutes les perdiadèmes font la même toile. On peut l'identifier à partir grâce à ça. En fait, qu'est-ce qui change entre les deux ? C'est tout simplement à leur échelle respective, puisqu'on va les trouver dans les mêmes jardins. Mais à leur échelle respective, c'est qu'il y en a un qui vit dans un environnement qui est relativement stable, les perdiadèmes, et donc il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'adaptation. Alors que de l'autre côté, vous avez un animal qui fatalement se trouve à son échelle dans quelque chose qui est beaucoup plus variable, qui est beaucoup plus instable. Et donc effectivement, il vaut mieux miser d'un point de vue stratégie écologique, il vaut mieux miser sur des apprentissages. Dans tous les cas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les comportements que l'on observe sont le fruit d'une évolution. Et parfois, d'ailleurs, sans l'évolution qu'on peut retracer, il y a des comportements qui sont totalement, mais alors totalement impossibles à comprendre. Je vous présente, je n'ai pas de photo d'elle malheureusement, mais je vous présente Hilara sartor. Hilara sartor est une petite mouche de la famille des Ampididés, peu importe, quoique. Et elle a un comportement de parade sexuelle qui est assez amusant. Je vous explique. À la période des amours, le mâle tisse un joli cocon de soie. Un joli petit ballonnet de soie, vide, totalement vide. Et le mâle part avec son petit ballonnet de soie. Et puis, les mâles se rassemblent, forment ce qu'on appelle un lek. Alors, le rassemblement des mâles, évidemment, attire la femelle. C'est d'ailleurs un super signal pour attirer les femelles. Les femelles arrivent, choisissent les mâles avec les plus beaux ballonnets. Un mâle qui n'a pas de ballonnet n'a aucune chance de se faire choisir par une femelle. La femelle choisit le mâle avec le plus beau ballonnet. Et puis,
Et puis le mâle offre le ballonnet à la femelle, et paf, accouplement. Bon, en gros, si je caricature, c'est un petit peu comme si vous alliez fabriquer une belle boîte. Vous voyez le genre de boîte dans laquelle on met une bague. Vous approchiez de la belle, de l'élu, messieurs, et vous lui offrez la boîte vide. Et madame s'en satisfait. N'essayez pas. Du coup, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis. Du coup, on peut se poser la question de savoir, quelle est l'origine? Alors là, par contre, c'est une coordination héréditaire, hein, c'est de l'instinct, il n'y a pas de doute. Comment est-ce qu'on peut expliquer un comportement aussi aberrant que celui-là? Si vous connaissez l'histoire de la famille, des Ampididés, il y a une chance que vous puissiez l'expliquer. Je vous explique. Chez les Ampididés, la plupart des espèces sont en fait des espèces carnivores. Et chez les invertébrés, beaucoup de parades sexuelles consistent en fait à offrir à la femelle en investissement parental une proie ou un morceau de proie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comme chez la plupart de ce type d'espèces, le mâle offre une proie à la femelle. Un premier pas évolutif est franchi chez les espèces qui vont emballer dans un cocon de soie la proie. Alors quel est l'avantage? De ne pas devoir se balader avec un autre insecte qui a des bouts de pattes qui vont dans tous les sens, etc. Et puis certaines espèces en fait ont changé de régime alimentaire, sont passées en fait, de carnivores à nectarivores notamment, et quoi, il n'y a plus besoin de chasser une proie. Alors chez certaines espèces, on constate qu'en fait, donc des espèces cousines d'Hilara sartor, certaines en fait chassent juste au moment de la reproduction un petit bout, une proie, elles prennent un petit bout, elles le mettent dans un ballonnet, elles vont l'offrir. Et puis chez Hilara sartor, en fait, finalement, le ballonnet à lui seul a acquis en fait une valeur symbolique, une valeur de communication en fait, de signal. Et c'est ce signal qui est important, peu importe qu'il y ait une proie dedans ou pas. Et donc chez Hilara sartor, il n'y a plus besoin de mettre une proie dedans. Mais si vous n'avez pas l'histoire de la famille et que vous n'êtes pas capable de retracer l'historique d'un tel comportement, je vous signale, il n'y a aucune chance de pouvoir le comprendre. Hein. C'est à se taper la tête dans les murs en disant mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et je vous rappelle qu'il y a quand même une difficulté, c'est qu'on ne peut, pour retracer cette histoire, que se fier à ce qu'on observe aujourd'hui dans les lignées latérales. Autrement dit, on ne peut le faire que par comparaison. Alors, avant de conclure, je voudrais juste aborder un petit point, et l'homme par rapport au comportement animal, vu juste d'un point de vue de l'éthologie. Alors, avant toute chose, il faut savoir que quand on s'intéresse au comportement animal, on n'est pas totalement exclu d'un contexte. Alors, je vais prendre le cas qui m'intéresse qui m'intéresse le plus, mais que je connais le mieux, c'est par exemple les travaux sur l'organisation sociale chez les bourdons. Eh bien, on voit qu'il y a des effets de mode, figurez-vous, dedans. Et vous allez vite comprendre qu'en fait, sans faire de lien avec les vues de la société, etc., mais c'est pas sans rapport quand même. Le truc, c'est qu'en fait, si vous regardez, vous allez vous rendre compte que pendant tout un temps, on a une description de la société, d'insectes, qui est excessivement déterministe. On décrit les mécanismes, notamment passant par des phéromones qui castrent les ouvrières, qui font que chaque ouvrière est à sa place, la reine est le chef, et tout est structuré de manière très déterministe. Et puis, dans les années 90, notamment, on a vu toute une série de travaux être développés, qui sont des travaux beaucoup plus basés sur de l'auto-organisation. Ce que, de manière caricaturale, je dirais, chacun fait un petit peu sa popote dans son coin, avec juste 2 règles. Chacun va effectivement influencer le comportement de son voisin et va être influencé par le comportement de son voisin. Et de ce truc qui a l'air d'être très bordélique, en fait, jaillit une structure qui est relativement organisée, capable de résoudre des problèmes. Et figurez-vous que pour l'instant, si je prends les sociétés animales, alors c'est un petit peu en train de rediminuer, mais on a amené à un moment donné un autre modèle par la suite, qui est le modèle de la sociobiologie. Alors la sociobiologie, je vous explique en 2 petits mots. C'est une vision très déterministe aussi des comportements, et notamment des comportements sociaux. Bon, pour faire simple, dans les années 70, un certain Hamilton a proposé une théorie qui n'est pas du tout inintéressante. En fait, on se posait la question, notamment avec les insectes sociaux, de savoir, mais attendez, je prends le cas d'une abeille. Quel est l'intérêt de finalement vivre dans une colonie, ne pas se reproduire, au contraire aider à élever ses sœurs, et à un moment donné aider à élever une nouvelle reine? Quel est mon intérêt
Et ça va pas, tiens, si je remets tout ça par rapport aux théories de l'évolution dans le modèle darwinien, je ne me reproduis pas. Comment l'évolution peut sélectionner un truc pareil? Et l'idée d'Hamilton, elle est de se dire, ouais mais attendez, comment je peux transmettre mon patrimoine génétique? Directement à mes enfants. Ouais, mais mon patrimoine génétique, il est hérité. Ça veut dire que je le partage statistiquement avec mes frères, mes sœurs. Et donc, à la limite, en aidant mes frères, mes sœurs et en aidant éventuellement leurs enfants, je peux aussi, finalement, aider à la transmission de mes propres caractères génétiques par des voies latérales. Et donc, en partant de cette idée-là, allez, je reprends le schéma que tout le monde a tendance à reprendre. Vous imaginez que vous voyez votre frère ou votre sœur en train de se noyer et vous avez quasiment 100% de chance d'y rester si vous la sauvez. La moitié du patrimoine génétique en commun, c'est pas rentable. Autant que j'ai mes propres enfants derrière, si j'en ai un ou deux, c'est déjà plus intéressant que d'aller le sauver. Oui, mais si maintenant j'ai 3 frères et sœurs qui se noient, je me demande déjà comment ils ont réussi à se foutre dans ce merdier, mais bon, voilà, ils se noient. Je sais que si je saute, je me tue, mais je les sauve tous les 3. Ah, attendez, la probabilité de faire passer les gènes de l'autre côté, elle est de 1,5, plus de 100%. Waouh, super. Donc, autrement dit, on a un modèle qui permet d'expliquer les comportements altruistes qui, au départ, semblent un peu compliqués. Bon, alors par la suite, Wilson, qui est un des grands chercheurs qui a travaillé sur les fourmis, le spécialiste des fourmis, a d'ailleurs dit lui-même qu'il était un peu jaloux des travaux d'Hamilton en se disant « Merde, il a quand même trouvé le truc que j'aurais bien voulu trouver moi ». Mais alors il a repris ses travaux, ils ont travaillé notamment avec des gens comme Dawkins, etc. et amené en fait un concept de sociobiologie, enfin le concept qu'on appelle la sociobiologie. Et l'idée, je caricature, je fais très vite, mais l'idée consiste à se dire que, en gros, on a un ensemble de gènes. Et grosso modo, le comportement des animaux vise à maximiser pour chaque gène la transmission à la génération suivante, que ce soit de manière directe ou indirecte. Voilà, ça c'est l'idée. Bon, donc autrement dit, voilà, on a un modèle. En plus, depuis les années 70, effectivement, la génétique est aussi très largement mise en avant, avec plein d'avancées, etc. Loin de moi de l'idée de critiquer, avec plein d'avancées, etc. Et donc c'est quelque chose qui colle bien à l'ère du temps aussi. Ouais, enfin, sauf que quand même, attendez, on ne peut pas tout expliquer par la sociobiologie et la transmission des gènes comme ça, etc. Il y a des trucs qui ne collent pas. D'abord, le fait que c'est une vision très pansélectionniste. Ça veut dire quoi? En gros, c'est l'idée que les animaux agissent pour quelque chose. Jusqu'à dernier ordre, c'est un peu compliqué pour un animal de pouvoir estimer la proximité génétique qu'il a avec d'autres individus qu'il va aider ou pas, si je prends ce cas-là. D'autre part, il y a des observations qui ne cadrent pas bien. Je vous présente le vampire d'Azara. C'est un vrai vampire. Bon, pas de quoi en avoir peur. Bon. Le vampire d'Azara, il est connu pour faire des grandes colonies dans lesquelles les individus qui n'ont pas eu de chance, n'ont pas trouvé de proie pour avoir du sang de la nuit, vont recevoir, littéralement une transfusion sanguine, d'un individu qui, lui, a eu de la chance et bien repu. Alors, c'est hyper important parce qu'en fait, un individu qui n'a pas trouvé à manger, en fait, on va voir sa courbe de poids diminuer et en fait, assez rapidement, il va tomber d'inanition et mourir. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, pour un individu donné quelques grammes de sang à un autre, ça va augmenter considérablement le temps de survie de l'individu qui reçoit, tout en empiétant très peu sur le temps de survie de celui qui donne. Et dans ce schéma-là, on se rend compte qu'en fait, pour un pourcentage non considérable d'individus, les échanges se font entre individus qui n'ont aucun lien de parenté et qui ne se connaissent pas du tout entre eux. Autrement dit, c'est contraire à ce qui est prévu. Ce qui est prévu normalement par la sociobiologie, c'est qu'on n'aide que ceux avec qui on a une proximité génétique. Donc, autrement dit, des parents. Et puis, il y a quand même des difficultés contextuelles. Je reprends mes bourdons. Mais j'ai observé quand même des bourdons pendant des années dans leur nid. Et je vous garantis qu'en fait, une ouvrière n'a pas le choix de dire qu'elle va pondre ou pas des œufs. D'abord, elle n'est pas fécondée, elle peut pondre que des œufs qui donneront des mâles, première chose. Et deuxième chose, c'est que de toute façon, si elle essaye de pondre un œuf, il y a quand même la reine qui va passer derrière qui va lui boulotter. Donc, autrement dit, voilà, les animaux n'ont pas vraiment le choix en réalité. Et donc on pourrait d'ailleurs de manière conceptuelle imaginer que les proximités génétiques qu'on observe dans certains comportements ne soient pas la cause des comportements, mais soient en fait la conséquence d'autres mécanismes qui régulent ces comportements. Voilà. Alors il y a aussi de nouvelles idées qui apparaissent et qui sont aussi liées au contexte. Alors c'est assez marrant, mais quand on regarde bien, depuis une dizaine d'années maintenant, on amène beaucoup les concepts d'empathie chez les animaux. Et très honnêtement, c'est vrai que quand on regarde
certaines, notamment des vidéos qui ont fait le buzz sur Internet. Je me souviens, il y a maximum 2 ans et demi d'ici, une vidéo où on voyait en fait 2 singes, je pense que c'est en Indonésie ou en Inde, je pense que c'était en Inde, dans une gare. Et évidemment, il y a un de ces individus, un peu abruti, qui passe sur les rails et qui se fait électrocuter. Il n'a pas été tué. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'autre individu, qui aurait très bien pu se crapahuter, revient chercher son copain. On voit qu'il essaye de le mettre sur le côté, il le met à l'abri littéralement. Alors, on dit qu'il le met à l'abri, pas des rails de tram, enfin pas des rails de train, ça n'a aucun sens pour lui. Mais par contre, il le cache surtout à la vue des gens, en fait. Il l'abrite par rapport à une menace potentielle. Et puis, on voit qu'en fait, il essaye de le secouer, etc., jusqu'à ce que l'autre prenne plus ou moins conscience, et puis ils se sauvent tous les deux. Ça devient difficile d'expliquer. En plus, avec les primates, c'est parfois un problème d'ailleurs pour les études sur les primates, c'est qu'effectivement, on partage beaucoup de canaux de communication non verbaux avec eux. Et effectivement, quand on voit le truc, ça devient très très difficile de dire que non. D'autre part, il y a eu plus récemment des études qui ont été publiées, notamment on a en fait donné, alors je ne sais plus c'est à quelle espèce de primate, on leur a donné en fait dans le groupe littéralement une poupée qui mime un bébé mort. Et on voit véritablement que certains guenons manifestent de l'empathie par rapport au bébé mort. Donc il n'y a pas d'autre terme pour expliquer ça. Alors c'est assez marrant de constater que ça se fait en même temps qu'il y a quand même une progression dans la manière dont on perçoit les animaux. Il y a notamment la reconnaissance d'une individualité, dans certains cas même la discussion d'un statut juridique, du statut de l'animal, etc. Ça veut dire que cette manière différente de voir les animaux fait qu'on commence à voir aussi différemment les animaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, autrement dit, le fait de les concevoir différemment fait qu'on regarde leur comportement de manière un peu différente aussi. Alors, l'idée de sentiment chez les animaux. Moi, je me souviens dans les années 90, quand mon prédécesseur, Jean-Claude Verhaeghe, a donné le cours d'éthologie, je me souviens d'une phrase qui m'avait frappé parce que voilà, j'ai toujours bien aimé les chiens. Et il disait, est-ce qu'un chien a des sentiments ? Si vous avez eu un chien, vous savez que oui. Mais le prouver, là, c'est scientifiquement, on ne sait pas. Et là, maintenant, je vous signale quand même que ça fait 1 an et demi, 2 ans, on a réussi en fait à dresser des chiens pour pouvoir les tenir calmes dans un IRM. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, quand on leur montre une image de leur maître qui approche, on se rend compte qu'au niveau du cerveau, on a des zones très similaires à celles qui vont s'allumer chez un individu qui va reconnaître sa femme qui approche, ou son mari si c'est une femme. Ça devient très compliqué de dire que les sentiments, on balaye. Le canon de Morgan, déjà Morgan, je vous rappelle, début du XXe siècle, en 1903, revient et dit ouais, il faudrait peut-être assouplir de temps en temps. Donc autrement dit, ça veut dire que oui, là, il se passe quelque chose aussi. Un IRM, avec un IRM, on peut avoir toute une série d'informations qu'on n'avait pas dans le temps. Autrement dit, l'idée de sentiment, l'idée d'empathie, etc., elle fait son chemin petit à petit. Et alors finalement, dans ce rapport de l'homme à l'animal, c'est très dur quand même de ne pas projeter l'un sur l'autre, etc. Alors déjà, on projette le comportement animal sur nous, avec parfois des idées moralisatrices ou autres, mais il se taille la part du lion. Évidemment, c'est clairement une observation du monde animal qui a été transférée chez nous pour expliquer un comportement humain. Les employés de la boîte Intel sont des fourmis laborieuses. Clairement, il y a aussi un lien qui est fait. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi, dire qu'il n'y a pas une vision morale et politique derrière, et c'est basé sur des traits comportementaux. La Fontaine n'a pas été choisir ces animaux par hasard. Du coup, en fait, il y a des rapports et des observations qui sont encore utilisées de nos jours dans une vision, on va dire, non scientifique. Mais il y a aussi le fait que, est-ce qu'on pourrait porter un regard d'éthologiste sur, finalement, notre propre comportement ? La réponse, elle est oui. Alors ça a déjà été fait avec plus ou moins de succès. Notamment dans les années 80 par Desmond Morris. Je vous invite à aller lire Le singe nu, etc. Il faut faire preuve d'un peu d'autocritique en le lisant, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments de réflexion qui sont excessivement intéressants dedans. Oui, clairement, en fait, on peut se poser toute une série de questions et regarder, il y a toute une série d'éléments qui peuvent être amenés. Alors, je vous ai déjà dit, effectivement, nous sommes une espèce qui apprend beaucoup. Donc, autrement dit, on a certainement une composante apprise très, très importante dans notre comportement. On apprend énormément. D'ailleurs, il suffit de voir le temps d'apprentissage. On dirait pour une autre espèce des juvéniles, il est très long. Mais est-ce qu'on a encore des composantes innées ? Alors j'aurais pu vous parler effectivement de plein de travaux qui ont été faits en rapport avec notamment la sexualité, etc. Mais on allait encore dire que j'étais lubrique. Mais par contre, il se fait que pas plus tard qu'hier, je suis tombé sur un article qui vient d'être publié, où en fait des chercheurs, toujours avec un IRM, c'est quand même génial cette machine, en fait, se sont rendus compte que apparemment, il y a quelque chose
qui est codé, qui est inné, dans la manière dont la femelle, je suis désolé, je pose le regard d'un éthologiste sur notre espèce, la femelle, donc n'allez pas mettre tout de suite des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Quand je parle de la femelle, c'est pas péjoratif, c'est la femelle parce que voilà, je m'intéresse à la femelle. La femelle, en fait, réagit aux pleurs de son petit, autrement dit, aux pleurs de son bébé. Et on a constaté, en fait, que, effectivement, une jeune maman, ou une maman qui a déjà eu des enfants et qui a un jeune nouveau-né, eh bien, quand elle entend les pleurs de son bébé, elle réagit et on voit des zones du cerveau claires qui s'allument et qui ne sont pas les mêmes que pour une jeune femme qui n'a pas d'enfant ou pour un homme. Autrement dit, il y a bien, à partir de la naissance, manifestement, une coordination héréditaire qui se met en route. Alors, elle est un peu difficile à mettre clairement en route et dire que c'est un comportement bien précis, c'est un peu compliqué parce qu'apparemment, c'est directement provoquer un comportement de soin, c'est-à-dire aller le chercher, aller le lever, le prendre, le rassurer, le cajoler, etc. Mais on se rend compte que, oui, voilà, il y a une composante là derrière, il y a quelque chose qu'on peut enregistrer au niveau. Alors, ça ne semble pas vraiment être appris. Effectivement, ça semble s'exprimer en fonction du contexte, puisque une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant ne va pas réagir de la même manière. Mais on est probablement dans une composante innée du comportement. Bon, alors en guise de conclusion, c'est finalement, je me rends compte que l'étude du comportement animal, elle a toujours été relativement binomiale, on va dire. Il y a toujours eu deux points de vue en opposition. Soit la vision utilitaire par rapport à des vues réellement scientifiques ou plutôt d'histoire naturelle au début, mais en tout cas, il y a eu ça. Des vues utilitaires avec des vues morales. Puis des vues morales avec des vues scientifiques du comportement. Et puis, quand on a pensé pouvoir se contenter de vues scientifiques, on s'est rendu compte que là, non, il y avait deux vues. Soit on cherche ce qui unit les différentes espèces au niveau de leur comportement, soit on cherche ce qui les différencie. Soit on va vers les apprentissages, soit on va vers les coordinations héréditaires. Et puis, il y a quand même un truc pour l'éthologie, pour avoir eu la chance de pouvoir en faire pendant longtemps, en étant sponsorisé pour le faire. En fait, ce qui est assez génial, c'est que c'est une des rares disciplines de la biologie où on est vraiment au contact avec l'animal et on peut aller le voir. Alors, si pas dans des conditions naturelles, dans des conditions où on tente qui s'approchent des conditions naturelles. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas dans l'idée que je vous disais au départ, le mythe du chercheur qui vit en harmonie avec ses animaux. Non, c'est pas ça. Mais on peut les voir vraiment à l'œuvre. Et je dois dire que, pour être tout à fait honnête, et si je prends l'exemple de mes chats chez moi, il y a parfois des comportements qui laissent pantois, voire surprenants. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une imitation. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci pour l'exposé, c'était très vivant. Personnellement, je suis persuadé que les animaux, au moins ceux qui ont un cerveau assez gros, ont certainement une certaine conscience d'eux-mêmes, un peu comme nous. Est-ce qu'il y a des travaux qui tendent à montrer ce genre de choses ? Alors oui, il y a évidemment les fameux tests de la glace, mais qui ont déçu par rapport à beaucoup d'animaux. Bon. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un article qui a été publié il y a à peu près un mois, dans lequel, en fait, les chercheurs se sont intéressés à la reconnaissance du chien. Est-ce que le chien est capable de se reconnaître lui-même ? Bon, si on fait un test du miroir, ça ne marche pas. Seulement, en fait, si on fait un test à l'olfaction, ça fonctionne. Alors, c'est un peu logique. Ce qu'il y a, c'est que... Enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais c'est impossible de tout aborder. Le problème, c'est qu'en fait, quand on voit le comportement animal, on a toujours tendance à essayer de projeter aussi notre monde dans le monde de l'animal. Vous allez me dire, mais on vit au même endroit. On vit au même endroit, mais pas dans le même monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne perçoit pas le monde de la même manière. Un chien, quand il rentre dans une pièce, il ne va pas commencer à regarder partout. Nous, c'est ce qu'on fait. On va regarder qui est là. Le chien, quand il rentre, il va sentir qui est là. Alors, le chien vit dans un univers qui est plus olfactif que nous. Et donc, du coup, en fait, effectivement, il faut parfois chercher, en utilisant finalement les bons signaux, les bons critères, ceux qui sont pertinents pour le monde dans le monde de l'animal auquel on s'intéresse. Donc oui, il y a probablement beaucoup plus de phénomènes de conscience, en tout cas conscience de soi, que ce qu'on peut imaginer. Oui. Maintenant, effectivement,
C'est une réflexion que je n'ai pas la réponse, hein, je ne sais même pas si quelqu'un a la réponse. Maintenant, effectivement, il faut un système nerveux qui soit capable aussi de le supporter. Donc, je doute qu'une méduse puisse avoir vraiment conscience d'elle-même, quoi. Mais un chien, par exemple, manifestement, oui, il est capable de se reconnaître. Un chat, mais probablement, sauf que ça n'a pas été testé chez le chat, donc on ne peut pas... Je vais virer mon pauvre Charlie de là, parce que il est vraiment pas à son avantage, le pauvre. Je tiens à dire que je ne donne pas à boire à mon chat non plus. Bonsoir, tout d'abord merci pour... Je suis par ici. Ah oui, voilà, pardon. Voilà. Donc merci. Ouais. Je voulais vous demander, mais je ne sais pas si la question sera très claire. En fait, moi je m'intéresse beaucoup aussi au fait que l'homme, on le sépare toujours beaucoup de l'animal, mais au final l'homme est un animal. Et je me demandais depuis... est-ce qu'il y a... Enfin, non, je sais qu'il y en a, mais depuis combien de temps on se rend compte que par rapport à l'éthologie, il y a aussi l'étude du comportement animal qui est... Enfin, de l'homme comme étant animal qui est aussi très étudié. Enfin, Oui, je me dis que j'avais du mal à poser cette question. Oui, non, je pense que, en fait, en gros, la question, c'est finalement les liens. Allez, la question qui se cache derrière, c'est finalement les liens entre l'éthologie qui s'intéresse beaucoup plus à l'animal et, si je comprends bien derrière aussi, la question finalement de ceux qui étudient le comportement humain, qui est plus les psychologues, la psychologie derrière. Oui. Non, c'est pas ça ? Si, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ce sont aussi les éthologues qui s'intéressent à... Enfin, je veux dire, Alors, c'est plus difficile de se poser dans une pièce et de regarder comment fonctionnent les hommes entre eux. Alors, il y en a qui l'ont fait. Bon, maintenant, on va être clair, il y a toute une série d'expérimentations, etc., qu'on ne peut pas faire. Hein. Il vaut mieux pas, on aurait beaucoup de problèmes si on le faisait. Mais effectivement, maintenant, il y a aussi des psychologues qui ont travaillé comme des éthologistes. Hein. Comme je disais, alors je ne me rappelle plus par contre le nom, c'est des travaux qui sont déjà assez anciens maintenant, mais notamment la découverte du réflexe pupillaire, par exemple. Ce sont des psychologues qui ont travaillé comme des éthologistes. Autrement dit, ils n'ont pas vraiment posé de questions, essayé d'avoir un discours avec la personne ou quoi que ce soit. On a simplement observé. Et comment on a découvert finalement ce réflexe pupillaire ? On a passé des images à des personnes, et en fonction du sujet de l'image, etc., on s'est rendu compte que soit on a une contraction de la pupille, ça généralement c'est pas bon, soit une dilatation de la pupille. Et donc, on a pu mettre comme ça des éléments de communication non verbale ensemble. J'ai souvenir aussi de travaux qui avaient été faits avec des bébés. Enfin, quand je dis des bébés, des très jeunes enfants. Avec les très jeunes enfants, en fait, on a mis en évidence que très tôt, dans les jardins d'enfants, il y a des structures de hiérarchie qui se mettent en place. Avec d'ailleurs 2 stratégies pour devenir le chef. Je suis chef et je tape tout le monde. Bon, jusqu'au jour où je tomberai sur un gars qui est plus costaud que moi. Ou je suis chef parce que je suis sympa avec tout le monde et tout le monde me met en avant. Et ça, c'est une stratégie qui est beaucoup plus durable d'ailleurs. Donc voilà, il y a des travaux qui ont été faits généralement, il y a effectivement toute une série de recherches qui sont conduites. Il y a des instituts qui travaillent aussi plus à faire l'éthologie humaine. Bon, maintenant, effectivement, il y a toujours... évidemment, il y a des problèmes éthiques derrière aussi, etc. Parfois... mais donc oui, il y en a qui travaillent. Et ça fait quand même longtemps, quand je vous dis, dans les années 80, Desmond Morris avait essayé de faire des synthèses de ça. On tombe parfois dans de la pop-éthologie, hein, donc autrement dit dans des trucs un peu simplistes. Mais il y a quand même des bases de raisonnement derrière qui amènent certains éléments de réflexion. Tu m'attendais, hein, Oui, ça... c'est pas tant une question que quelques commentaires, par exemple, sur certains points que tu as avancés. Un premier commentaire, c'est quand tu as parlé des tout débuts de l'étude du comportement, déjà chez les hommes des cavernes, et puis qui ont été amenés par l'élevage. Tu as surtout dit qu'on s'était intéressé au comportement parce qu'il fallait que les animaux se reproduisent en huis clos, etc. Oui. Bon, il faut savoir aussi que ces animaux qui n'arrivaient pas à se reproduire, on ne les a pas domestiqués, c'est tout. Oui, non, oui. On n'a pas vraiment cherché, en fait. On a domestiqué des animaux qui étaient directement capables de se reproduire en milieu fermé. Et si on regarde bien, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que tous les animaux qu'on a domestiqués, à quelques rares exceptions près, sont des animaux sociaux. C'est un troupeau de vaches, un troupeau de moutons, un troupeau de cheval, un troupeau de loups qui sont devenus des chiens, etc. Et c'est là, à mon avis, que c'est plus intéressant au niveau de l'étude du comportement, parce que justement, c'est des animaux sociaux. Un deuxième point que tu as dit, c'est que tu as dit que les parades nuptiales étaient très cadenassées. Je modérerai un petit peu, parce que si on prend un exemple tout simple, en Belgique, le tétralyre
hein, on sait qu'ils sautent, qu'ils chantent, qu'ils courent, etc. Et que les femelles observent les arènes dans lesquelles les mâles ne combattent pas, mais font des concours de plus beaux chants. Ouais. En fait, on a fini par découvrir que la femelle ne choisit pas le mâle qui chante le mieux, le mâle qui se bat le mieux. Elle choisit simplement le mâle qui vient le plus souvent. Oui, d'accord, mais Parce que oui, c'est non, l'assiduité et pas vraiment la parade qui est... Non, maintenant, donc oui, mais tu as donc tout un comportement, tu as tout un schéma comportemental qui, lui, apparaît. Tu peux prendre les tétralyres dans le temps qui vont rester quand même. Effectivement, le choix de la femelle n'est pas forcément lié uniquement aux signaux qui passent. Maintenant, pour être tout à fait exact, j'ai pas non plus tout dit. Et en fait, dans les coordinations héréditaires, il y a quand même une partie qui n'est pas codée. Alors, ça se voit notamment dans tous les comportements d'orientation, ce qu'on appelle les taxis. Donc, il y a quand même une partie. Je vais prendre le cas des canards que j'avais pris. Dans le cas des canards, il est clair que le comportement doit être fait en s'orientant par rapport au partenaire. Et ça ne peut pas être codé génétiquement. Tu dois avoir obligatoirement des comportements d'orientation. Ouais. Un autre exemple, toujours dans ce cadre de parade nuptiale, c'est que parfois même la femelle ne choisit pas celui qui a la parade la plus conforme, et celui qui est un peu plus exotique justement, qui se dénote un peu. Hein. Mais c'est pareil chez l'homme d'ailleurs. Hein. Et attention d'ailleurs aussi à autre chose, je reviens à ce que je disais avant, tu as des parades dans lesquelles il y a notre manière de la voir, et puis il y a la manière de la voir de la femelle. Hein. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui choisissons et qui faisons le choix de la femelle, c'est la femelle qui fait son choix en pratique. Ouais. Et un tout dernier point, après je vais rendre le micro pour ne pas l'accaparer toute la soirée. Quand tu as parlé de ces phénomènes d'altruisme, du modèle de Wilson, où on va sauver pour essayer de sauver un maximum de gènes, il faut savoir aussi que chez l'homme, on a une particularité, mais c'est probablement peut-être aussi, ça n'a jamais été étudié chez les animaux, c'est qu'on ne choisit pas forcément celui qui a le plus de gènes en commun, mais celui qui a le plus de mèmes. Tu vois de quoi je parle. Et donc les mêmes, c'est les comportements culturels en fait. Et donc si j'ai le choix entre sauver mon enfant adopté qui est un petit asiatique, il n'y a pas que l'homme, ou mon filleul qui est de ma famille, je prendrai probablement plus mon enfant adopté, même s'il ne partage pas les mêmes gènes, mais plus ma culture. C'est étudié chez les animaux, là je te reprends, notamment chez les oiseaux. Donc j'ai dit que les oiseaux avaient des dialectes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les individus qui naissent près de la frontière entre deux dialectes ont toujours tendance à aller chercher des individus vers le centre de dispersion de leur dialecte, et pas vers le côté exotique. Donc c'est à peu près le même phénomène qui est à l'œuvre. Donc oui, effectivement, ça a déjà été étudié, notamment chez les oiseaux. Et c'est déjà assez ancien d'ailleurs comme truc. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, au niveau de l'aspect, j'aurais tendance à dire qu'il y avait toute la partie historique sur l'éthologie, finalement, c'est pas si récent que ça. Donc j'aurais tendance à dire que ce qui est plus récent, c'est, entre guillemets, une éthologie scientifique, avec des guillemets. Scientifique, moins utilitariste et moins moralisatrice. On a quand même, grosso modo, pour ce que j'ai suivi, quelque chose de l'ordre d'un siècle de données. Est-ce qu'il y a des éthologistes qui exploitent justement les informations qui ont déjà été récoltées par d'autres pour pouvoir se passer de la problématique que vous avez évoquée avec les mouches et la parade nuptiale, c'est-à-dire toutes les données qu'on n'a pas au sens de l'histoire. Bon, je suis bien conscient qu'au niveau de l'évolution, c'est pas suffisamment long. On n'est pas sur des échelles de temps comparables. Maintenant, encore que certains comportements, on se rend compte que ça, notamment dans les protocultures, etc., ça évolue assez vite. Donc oui, effectivement, on repart de toute façon, comme dans toutes les disciplines scientifiques, de ce qui a déjà été fait. Maintenant, dire qu'on voit, à part dans des comportements comme des apprentissages, notamment dans des réseaux sociaux, littéralement dans des groupes sociaux, et je pense notamment à un cas chez les primates, à part dans ce genre de choses où on a donc un suivi sur plusieurs décennies, avec des comparaisons possibles, finalement, nos macaques japonais, ça va faire quasiment, dans 30 ans, ça fait un siècle qu'on les suit, quoi. Donc là, effectivement, on a des suivis. Maintenant, de là à dire qu'on a des exemples genre Hilara Sartor, non, parce que là, ça se joue sur une échelle de temps qui est différente par rapport à ce qu'on peut nous appréhender. Maintenant, est-ce que c'est vraiment gênant? Non, parce qu'on peut toujours faire en utilisant les données des lignées collatérales. C'est de toute façon, à la limite, on peut faire l'essentiel des travaux en évolution sans avoir besoin obligatoirement de fossiles pour le faire. Maintenant, c'est bien quand on a des fossiles. Hein. Mais bon, pour le comportement, comme je disais, on n'en aura pas. Sinon, maintenant, effectivement, on repart toujours de ce qui a été fait. Et alors, parfois, on a des surprises aussi parce qu'on a des moyens d'étude qui sont différents maintenant. Allez, je vais prendre juste un exemple. Chez les chauves-souris, on sait que chez les chauves-souris, il y a des
cris sociaux et que c'est relativement compliqué. Seulement, tant qu'on n'avait pas de matériel pour pouvoir capter des ultrasons, pour pouvoir les étudier, et surtout du matériel portable, il n'était pas possible d'avoir des données, et donc il y a toute une série de choses qu'on sait sur leur comportement qui changent entre guillemets, mais c'est lié plus à nous, notre approche qu'autre chose. Je parlais des IRM tout à l'heure, bah oui, effectivement, c'est génial si on veut faire un lien avec le fonctionnement du système nerveux. Voilà. Mais de là à dire qu'effectivement on peut voir l'évolution à l'œuvre, sur certains comportements on voit qu'il y a des modifications dans le temps, mais de là à dire qu'on est sur un phénomène évolutif, c'est peut-être un peu rapide, quoi. Je ne suis pas biologiste, je suis plus géographe, mais je me pose la question du GPS des saumons ou des migrateurs, et en particulier du pigeon. C'est pas de la sociologie, c'est une connaissance de la carte du monde qui... Ce n'est ni l'inné... Alors, ni l'acquis, je ne sais pas. Sur les migrations, c'est assez compliqué. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais de ce que j'en sais. Donc, sur les migrations, alors, il y a différents facteurs qui peuvent intervenir. Alors, dans le cas du pigeon, par exemple, donc le pigeon, là, c'est une orientation essentiellement à la vue. Donc, d'ailleurs, les éleveurs de pigeons entraînent les pigeons à pouvoir reconnaître l'endroit. Mais une bonne partie de l'approche finale, en tout cas, se fait par connaissance de la topographie du site. C'est d'ailleurs assez amusant parce que il y a des tests de reconnaissance. On se rend compte que les pigeons sont d'ailleurs plus performants que nous pour reconnaître des formes quand on les fait pivoter sur elles-mêmes, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent approcher évidemment par différents endroits. Maintenant, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des animaux qui peuvent s'orienter. Alors je sais que certains, notamment, ça paraissait un peu loufoque et loufdingue au départ de se dire est-ce que des animaux peuvent s'orienter par rapport au champ magnétique terrestre ? Bah oui, mais quand on découvre quand même que certains animaux possèdent des éléments magnétiques, c'était notamment dans le service de Pierre Gillis que ça a été mis en évidence, on se rend compte que oui, ils ont des structures qui probablement leur permettent, pour certains, de pouvoir s'orienter de cette manière-là. D'autres vont pouvoir s'orienter, par exemple, pour remonter des rivières, littéralement, allez, j'ai presque envie de dire, à l'odeur. Autrement dit, ils repèrent en fait l'endroit de naissance auxquels ils se sont imprégnés. Ça fait partie des phénomènes d'empreinte. Il faut savoir que l'empreinte, c'est un phénomène d'apprentissage très complexe. Ça se fait à une partie, donc c'est très probablement programmé ça. Ça se fait à une partie sensible de la vie, et puis ça va avoir des impacts jusque sur l'adulte. Ça peut être sur le choix de la femelle. Probablement que pour certains poissons, effectivement, le fait d'avoir été imprégné finalement d'une certaine constitution de l'eau, de là où ils viennent, en remontant les rivières, ils sont capables de pouvoir se réorienter en suivant littéralement, entre guillemets, ce que nous on appellera un gradient d'odeur, quoi. Autrement dit, ils remontent comme ça. Donc les animaux ont différents moyens pour pouvoir s'orienter et faire des migrations sur des distances plus ou moins longues. Il faut savoir qu'on est parfois surpris sur les migrations. Notamment, il y a 2 ans, je pense, on a trouvé une petite chauve-souris. On s'est rendu compte qu'elle était partie de Belgique et elle a fait un détour épouvantable. On l'a retrouvée jusque dans le sud de la France, quoi. Pourtant, une chauve-souris, c'est... Voilà, quoi. Et vous dire comment elle s'oriente, ça, j'en ai au moins aucune idée.